Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue. On est un petit peu en retard, mais voilà, on avait quelques détails techniques à régler. Et d'ailleurs, je vois qu'il y en a un autre à régler, donc je vais le faire après. Je vois que le chat s'allume, s'affiche n'importe comment. C'est pas grave, on va régler ça. Ça a été à cause des petits soucis de la dernière fois où il a fallu migrer sur YouTube et tout changer. Donc voilà, vous inquiétez pas, je vais régler ça en cours d'émission. Bonsoir à tous. Bienvenue pour le retour du 9-10. Après quelques semaines d'absence, c'est ce qu'on regardait avec Baptiste, hein, le dernier, je crois que c'était donc le 10, c'est ça? Le 10 octobre, hein, Baptiste? Salut à toi. Exactement. Bonjour à tous, j'en profite. Oui, c'était le 10 octobre, le dernier, donc il y a pas loin d'un mois. Donc voilà, oui, oui, le chat, je vais m'en occuper. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat. On va s'occuper de ça assez rapidement. Bonsoir à toi, Get the Haza, pour ton premier message. Je vais m'en occuper pendant l'émission. Le temps de vous présenter ceux qui vont m'accompagner. Vous avez vu Baptiste qui vient vous saluer. Il y aura Marcelin que vous verrez un petit peu plus tard. Pour l'instant, je ne sais pas si on peut l'entendre. Bonsoir, Marcelin. Salut Nico, salut à tous. Voilà, on l'entend. Et puis on a un invité, forcément, vous l'avez vu, hein, si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, notamment, on l'a annoncé. On a un invité, c'est Thomas Goubin, avec qui on va parler dans un instant d'un moment très particulier de l'histoire du football, mondial même, on peut le dire, hein, sans trop en rajouter. Le sommaire de l'émission, parce qu'elle elle est quand même encore assez chargée, je vous l'affiche. On va commencer avec 22 juin 86 avec Thomas, si on arrive à retrouver son son. Ensuite, on passera sur les news, et elles sont assez chargées, assez denses, vous allez le voir. On va parler de l'affaire. Est-ce qu'on doit dire l'affaire, Baptiste? L'affaire Son? Non, 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 Pas c'est pas une encore? affaire. Non, bah, de toute façon, c'est pas une Ouais, affaire, c'est juste un comment on le gère, quoi. ouais, c'est ça. Comment... Et pour le moment, c'est géré, voilà, on en reviendra, mais c'est pas géré du tout, là, en fait. Ouais. C'est Bah, en géré, fait, bon, on verra bien. les soucis que ça pose à la Corée du Sud à 13 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, concrètement. C'est Donc ça. voilà, on reviendra évidemment sur ce qui s'est passé ces week-ends, les deux finales du week-end. J'ai mis incroyable finale avec un E pour la MLS parce que si vous l'avez vu, elle était vraiment incroyable. Pour le coup, c'était peut-être l'une des plus belles de ces... c'est difficile de faire des classements, mais c'est vrai que celle-là, elle était particulièrement belle. Ce qui s'est passé en Argentine la nuit dernière, parce que c'était tout aussi incroyable, mais pas pour les mêmes raisons. Et ensuite, on parlera avec Marcelin de Cano. Marcelin va parler d'un joueur de Fluminense incroyable. Vous imaginez ce que ce garçon a pu faire pour que Marcelin en parle. Et ensuite, on finira avec le Hello Mag 21 et les Golasso Hello. Alors, est-ce qu'on a retrouvé Thomas pour l'instant? Non, parce qu'il va falloir que je change une chose. Ah, moi, je l'entends, en tout cas. Tu l'entends, ouais, mais c'est parce que j'ai pas encore réactivé son. Il a changé de lien, tu vois. Donc normalement, on devrait bientôt normalement l'entendre. Est-ce qu'on t'entend, Thomas? Est-ce que tu m'entends? Eh ben là, moi, je t'entends. Donc je pense que tout le monde t'entend. Voilà, très bien. Donc on va y arriver. On va y arriver. Il va y avoir le son. Voilà, tout le monde t'entend. C'est ce qu'on Oh, nous le dit dans jeu de le mots chat. avec le topic de juste derrière, il va y avoir le son, le son, nickel. De quoi? Bravo. Son, sonne, OK. Bon, tu pas compris, c'est pas grave. Ouais, d'accord. Ah oui, En non, train mais de alors si on devenir le commence sur Florent les jeux de mots Gautreau de pourris cette à émission. 21h17, on n'est pas rendu, Baptiste, hein. On n'est pas rendu. Bref, voilà, vous avez le sommaire, on a le son avec Thomas qu'on est ravi d'accueillir. Et ben vous savez quoi, on va commencer tout de suite parce qu'on a déjà pris quand même pas mal de retard. On va commencer justement à parler avec Thomas du premier sujet de la soirée, ce livre 22 juin 86. Alors 22 juin 86, si vous êtes des amateurs de foot, ça doit vous parler un petit peu comme date. Il a annoncé, on en reparlera après, peut-être avec Thomas, si tu veux. Pierre, on va parler du livre d'abord, de 22 juin 86. Si vous ne le savez pas, hein, ce jour-là, c'était le fameux Argentine-Angleterre. C'est l'objet de ce livre que je peux vous montrer parce que voilà, je l'ai dans les mains, il est là. Vous voyez ce gros livre, pour le coup. C'est le 4e des éditions Lucarno Posé. Bah écoute, je vais te laisser la parole pour présenter le livre, Thomas, hein. La première question, elle va être assez simple. Je disais que le sujet, c'était Argentine-Angleterre. Mais qu'est-ce qu'on va trouver de manière générale dans ce livre? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce livre? Voilà, c'est un livre qui revient vraiment en détail sur ce match mythique. Voilà, peut-être le match dont les buts ont été le plus vus
et revu dans l'histoire du football. Donc, je pense évidemment au début de Maradona et surtout son slalom exceptionnel. Et donc, c'est un livre qui revient sur l'ensemble du match, sur les 90 minutes, très en détail, en interviewant quasiment tous les protagonistes, et même des personnes qui étaient liées de près ou loin à ce match. Il y a pas mal d'interviews, notamment de supporters argentins qui étaient là ce jour-là. L'auteur a fait une enquête journalistique très fouillée, où il a retrouvé notamment tous les intendants, enfin la moindre personne qui pouvait être liée à la délégation argentine. Et donc il fait intervenir toutes ces personnes-là pour raconter ce match, raconter cette journée, mais aussi, lui, d'un point de vue argentin, essayer de combler la brèche entre ses souvenirs et les souvenirs de la mémoire populaire et ce qui s'est vraiment passé. Et très souvent, des idées qu'on a sur ce match sont en fait des idées préconçues qu'on a sur ce match qui ne sont pas exactes, qui ne se révèlent pas exactes finalement au crible de son enquête. Voilà un exemple comme ça, par exemple, on ne va pas trop faire de spoiler, mais par exemple, ce match est notamment fameux pour le but de la main de Maradona, mais aussi pour l'expression « la mano de Dios ». Je pense tous que Maradona a prononcé. Et en fait, on apprend dans le livre que Maradona n'a jamais dit la mano de Dios ce jour-là, en tout cas. Et ça, c'est très fort et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ce qui est assez rigolo, alors autant le dire avant de se faire vanner par tout le monde dans le chat et par le gars qui est juste en dessous de moi à l'affichage, sur les gens qui sont présents dans cette émission, on est 2 à l'avoir vécu ce match. Donc voilà, ça c'est fait. On est 2 à l'avoir vécu, mais c'est vrai que cette histoire de la main de Dieu, et c'est assez incroyable parce que tu vois, tu en parles, et j'ai fait comme toi quand j'ai lu ce passage, j'étais persuadé aussi qu'il l'avait dit. Véritablement, et c'est tellement ancré dans l'imaginaire collectif que pour tout le monde, ça a été la seule réponse même de Maradona à l'issue du match. Et puis incroyable. Ça ressemble tellement à Maradona. Exactement. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où je trouve que c'est intéressant le livre par rapport à cela aussi, c'est que en fait, l'auteur confronte ses souvenirs à lui, donc l'image qu'il a du match. Et donc, concrètement, il a le même âge que nous, à peu près, à l'époque. Il a 11 ans, on a à peu près le même âge. Donc, il confronte ses souvenirs d'un gamin, comme nous, on doit avoir à peu près les mêmes, sauf qu'on n'est pas argentin, mais on a des souvenirs d'images comme lui, aux souvenirs qui se sont créés depuis. En fait, c'est ça, c'est que tu t'aperçois qu'on finit par tout réécrire, et tout finit par être tout réécrit. Et je trouve ça assez intéressant sur cet angle-là. Et l'histoire de la main de Dieu, bah ouais, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai 45 ans aujourd'hui, ça fait, ça fait 30... Non, Baptiste, ça fait 36 ans que je suis persuadé que Maradona l'a dit, quoi. Ouais, tout à fait. Et après, ça n'a pas empêché Maradona de revendiquer cette expression. Au final, qui lui colle comme un gant, lui qui est vraiment, comment dire, au-delà du génie qui était sur le terrain, c'est quelqu'un qui avait le chic pour les formules choc. Et voilà, c'est pour ça que ça lui a collé à la peau aussi. Et ensuite, c'est devenu une expression tellement iconique que c'est devenu le nom d'une chanson, le nom de je ne sais pas combien de restaurants à travers le monde. Et après, pour revenir plus globalement sur le livre, ce qui est intéressant, c'est que ce match, au-delà de ce quart de finale, au-delà des 90 minutes donc, qui nous fait revivre, il nous remet également dans le contexte de l'époque. Je crois qu'à peu près tout le monde sait, même les jeunes générations, que ce match se déroule quelques années après le conflit des Malouines, donc qui a opposé l'Argentine à l'Angleterre, et que ce contexte historique pèse énormément sur ce match, et notamment sur les Argentins qui veulent en quelque sorte prendre une revanche balle au pied. Et plus généralement aussi, il nous remet dans le contexte de l'époque de la sélection argentine, parce que ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on retient, l'image qu'on a, c'est Maradona qui brandit la Coupe du Monde au Stade Azteca. Sa Coupe du Monde incroyable, peut-être la plus grande performance individuelle d'un joueur de l'histoire en Coupe du Monde. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'Argentine est arrivée là-bas dans le scepticisme général. En Argentine, c'est même pas qu'ils ne pensaient pas qu'ils n'allaient pas gagner la Coupe du Monde, c'est qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient passer à la phase de poule. Le scepticisme était à ce point-là.
Ce qui est assez amusant quand on compare, entre guillemets, un petit peu avec l'Argentine du 21e siècle, qui aborde toutes les Coupes du Monde en étant persuadée qu'elle va être championne du monde. Alors que parfois, on sait très bien qu'en étant un tout petit peu objectif, on va pas rebondir sur 2018, mais 2018, c'était évident pour tout le monde que cette équipe-là ne pouvait pas être championne du monde. Mais les Argentins en étaient persuadés. Et 86, c'est vrai que quand on le regarde maintenant avec le recul, et qu'on se dit que aucun Argentin n'y croyait, vous allez découvrir enfin, vous verrez quand vous le lirez, il y a des passages assez fous hein, sur la façon dont elle est suivie, voire la couverture médiatique de cette sélection. C'est, enfin voilà, c'est une sélection lambda qui se présente à la Coupe du Monde, concrètement. Ouais, tout à fait. Et ce qui est assez amusant, je trouve, tu vois, à contrario, pareil, on parle toujours de réécriture des souvenirs et tout. J'ai toujours dit, moi, parce que je me souviens de cette époque, et puis parce que, tu vois, c'est ce qu'on s'était dit déjà en off, tu vois, les souvenirs de l'enfance, quelques images, machin, et puis je vous assure que quand vous avez 9 ans et que vous tombez sur Maradona, ça vous fait bizarre. Et parce qu'on n'était pas dans le même contexte en termes d'images de foot, on n'était pas abreuvé comme ça. Mais j'ai toujours dit, moi, l'Argentine de 86, franchement, c'est 2 joueurs et demi. C'est Maradona, c'est Burruchaga et c'est un demi Valdano. Et en fait, quand tu lis le livre, eh bah pas tant que ça finalement. Elle est peut-être plus forte qu'on ne le pense, cette équipe-là. À contrario. Ouais, bah, c'est surtout un collectif très soudé, mais qui s'est également soudé à la dernière minute, puisque c'est une équipe qui a énormément souffert en éliminatoire. Mais Bilardo a fini par trouver la formule magique, notamment avec son 3-5-2 ou 5-3-2, comme vous préférez. Après, oui, il y a des bonnes individualités, mais je crois que c'est pas faux non plus. L'idée que tu en as conservée n'est pas fausse non plus, quoi. C'est vrai que Burruchaga, c'était vraiment le lieutenant de Maradona, et Valdano, voilà, également un joueur important. Sur le reste de l'équipe, on a quand même peu de joueurs qui ont fait des très grandes carrières internationales, même si c'était une autre époque. Ouais, mais tu vois, sur cette Coupe du Monde-là, tu as des joueurs qui sont clés. On va pas raconter tout ce qu'il y a dedans, mais Olarticochea, par exemple, tu vois, voilà. C'est des exemples comme ça. Il y a des joueurs qui ont des rôles essentiels à un moment donné, dans différents matchs, qui se transforment eux-mêmes et ont un rôle qui est finalement hyper important dans cette campagne-là, en fait. Contrairement à ce qu'on se dit, parce que tu vois, bon, après, c'est évident que quand tu as un Maradona, bon, voilà. Mais autour de lui, l'importance de Batista au milieu, à l'époque, franchement, moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Et avec le recul, je m'en rends pas plus compte que ça, tu vois. Ouais, et bon, je pense que Maradona donnait une certaine tranquillité à l'équipe. Et puis aussi, il y a Bilardo, en fait, dont il est énormément question dans le livre. Bilardo, donc entraîneur obsessif, comme on dit en Argentine, voilà, qui est obsédé par les moindres détails, qui étudie absolument tout, qui même à l'époque faisait déjà énormément de vidéos. C'est quelqu'un qui essayait de se procurer le plus possible de vidéos pour étudier les adversaires, ce qui n'était pas commun en fait à l'époque. Hein. Voilà, faut bien se rendre compte. Et Bilardo a réussi finalement à donner une mission en quelque sorte à chacun de ses joueurs. Il a dû les convaincre. D'ailleurs, Olarticochea, il le convainc. Olarticochea, il ne veut pas aller à la Coupe du Monde. Ouais. Ouais, l'histoire est folle. Bilardo Hein. qui lui tend, on ne va pas tout raconter, mais qui lui tend plus ou moins une embuscade et qui arrive à le convaincre voilà, dans un bled de la périphérie de Buenos Aires. Ouais, il est à 2 doigts de le kidnapper pour l'emmener à la Coupe du Monde, hein, concrètement. Ah, c'est exactement ça. Ouais. À 2 doigts de faire ça. Mais voilà, il y a plein d'histoires comme ça. Et voilà, vous découvrirez. Et il y a plein de petites histoires. Nostromo dans le chat dit que c'est probablement l'un des matchs dans lequel il y a toute une légende avec plein d'histoires construites et écrites. Oui, qu'il y a plusieurs petites histoires autour de la Grande. Il y en a effectivement énormément dans ce cadre-là. Et c'est aussi ce qui est intéressant, et c'est aussi ce qui est intéressant dans l'approche d'Andrés Burgo, c'est-à-dire finalement d'aller gratter autour et de regarder partout autour. Tout ce qui se passe dans les tribunes, par exemple, dont on n'a absolument jamais eu conscience. Nous, en France, à l'époque, je ne sais pas si l'Argentine en a vraiment eu conscience. Quand tu lis ce qu'il écrit, t'as pas l'impression que ça a été vraiment très très relayé, cette histoire par les médias, tout ce qui s'y est passé autour. Voilà, il y a une incroyable palette d'histoires autour de cela qui donne la richesse du livre, hein, et très concrètement.
Ouais, tout à fait. Et il a également interviewé énormément de joueurs anglais. Et quand il n'a pas réussi à les avoir, il allait fouiller dans toute leur biographie. Et dans toute leur biographie, il est question de ce match, parce que ce match a marqué les gagnants, mais également les perdants. Certains au fer rouge, comme Chilton, évidemment, voilà, qui se fait avoir par Maradona, qui ne l'a toujours pas avalé d'ailleurs. Non, qui est un des seuls à vraiment pas l'avoir avalé d'ailleurs. Oui, parce que c'est vrai que pour le reste, en général, il y a une grande fascination pour Maradona. Il y a une immense fascination de Maradona, notamment de Lineker et de John Barnes, qui auraient pu faire tourner le match dans l'autre sens s'il était rentré peut-être un tout petit peu plus tôt. Oui, parce qu'effectivement, alors pour vous expliquer un petit peu quand même, parce qu'on va arriver là-dessus, on a raconté tout cela, comment est construit le livre, hein. Il est construit en trois moments, en fait. Enfin, c'est assez simple dans le découpage, c'est avant, pendant, après. Avec, voilà, vous imaginez maintenant ensuite, avec le détail sur le pendant. Et effectivement, il y a tout le passage, il y a, la fin de match est très très compliquée pour l'Argentine. Et c'est pareil, tu vois, c'est assez rigolo parce que c'est toujours ce. En fait, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est pour les plus anciens comme nous, c'est il va se confronter à nos souvenirs. Et pour les plus jeunes, il va leur permettre de découvrir quelque chose et aussi par rapport à ce que tout le monde leur raconte depuis. Parce que effectivement, et je le disais à l'instant, il y a quand même une palanquée de légendes urbaines autour de ce match qui sont souvent aussi alimentées par les joueurs, hein. Et d'ailleurs, Burgo les confronte un petit peu par moments, sur certains, les confronte à leurs souvenirs, hein. L'anecdote sur Passarella, on la dévoile pas plus. L'anecdote sur Passarella, elle est incroyable. Oui, tout à fait. Et souvent, ils ont du mal à se défaire, même les joueurs ont du mal à se défaire de la légende. C'est ça. Et à avouer que c'est passé différemment que le récit qui a pu en être fait depuis. Et c'est ça, c'est exactement ça. J'étais en train de lire deux, trois messages dans le chat. C'était pas forcément qu'une équipe de bourrins, Red le Rouge. C'est pas aussi simple que ça, hein. Et voilà, mais c'était une vraie équipe. Alors, c'est pareil, dans toutes ces légendes qui se sont construites depuis, il y a aussi les images que l'on a des personnages. Tu as évoqué, Bilardo est très très présent. On est obligé, de toute façon, j'ai un peu l'impression que quand tu parles de Bilardo, quel que soit le livre, tu es obligé de parler de Menotti. L'Argentine est toujours prise au piège dans ce combat éternel entre les ménotistes et les bilardistes. Ce qui est assez intéressant, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, il y a évidemment le côté. En fait, il a un côté schizophrénique, Bilardo, parce qu'il a ce côté très obsessionnel, ce sens du détail. Il y a des choses, voilà, l'histoire du maillot, etc., etc. Il y a plein de choses qui ne sont absolument pas laissées au hasard. Mais d'un autre côté, on va pas parler de l'hygiène de vie de l'équipe pendant la Coupe du Monde, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Je vous laisserai découvrir ça, mais si un footballeur pro se comporte comme ça aujourd'hui, il est blessé tous les 3 jours. Et il y a aussi, et ça c'est omniprésent dans le livre, ces superstitions totalement dingues. Il est complètement fou là-dessus, quoi. Et c'est pas l'image que l'on a du Bilardo, l'homme carré, droit, scientifique, tu vois, sens du détail, école Zubeldia, où tout est figé, tout est cadré. Lui, il laisse une place aux superstitions, mais qui sont toutes plus dingues les unes que les autres. Ouais, et finalement, en fait, ce que vous apprenez en lisant le livre, c'est que il y a une sorte de balai de superstition. Enfin, il y en a des dizaines qui doivent être réalisés, des rituels qui doivent être réalisés le jour du match, et parfois les jours précédents. Et c'est pas dit clairement dans le livre, mais je pense que c'est une manière aussi en fait, pour les joueurs de rester concentrés en fait sur leur objectif. Ils savent qu'à chaque heure de la journée, ils doivent absolument réaliser un rituel, et je pense que ça les aide à rester concentrés. Et après, Bilardo est vraiment superstitieux, comme ça, une parmi d'autres. La première fois qu'ils vont au stade Azteca, ils reçoivent un coup de fil dans le vestiaire. Et un joueur dont je ne me rappelle plus le nom répond. Et après ça, en fait, Bilardo exigeait qu'il y ait un coup de fil à chaque fois qu'ils arrivaient dans le vestiaire. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'était sans doute un adjoint, un attendant qui passait le coup de fil, et un joueur répondait. Ça peut paraître complètement absurde, mais s'il n'entendait pas, si le coup de fil n'arrivait pas, il ne sortait pas du vestiaire. Et après, c'est vrai que ça contraste ce côté très superstitieux avec le côté justement obsessionnel dans la préparation, Exactement. extrêmement méthodique. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve assez, par exemple, chez La Volpe.
Moi, j'avais eu la chance de l'interviewer quand j'étais au Mexique. Et la Volpe, voilà, sur la préparation de ses sorties de balles, il est absolument fascinant à écouter. Et puis, il vous détaillera absolument tout. Mais avec la même passion, il va vous parler du feng shui et de disciplines encore beaucoup plus ésotériques qu'il incorpore à ses préparations de match. Ouais, c'est incroyable. Et tu vois, c'est ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que dans le débat qui agite l'Argentine et que tout le monde vit, nous, chez nous, on le vit à distance, mais on le voit, quels que soient les. Enfin, quand ça parle de football, forcément, on arrive toujours à parler des ménotistes et des billardistes. Il y a toujours ce débat, c'est blanc-noir. Bah, tu t'aperçois que Bilardo, il n'est pas si. Voilà. Et c'est assez particulier. Enfin, ça dépeint un autre type de personnage. Moi, j'avais vraiment l'image de l'école estudiantesque, très froide, très. Et c'est vrai qu'il y a des choses où tu te dis, mais ça colle pas du tout. Je le disais, on spoil pas, mais ce qu'il mange les veilles de match, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Non, et la façon, là aussi, sans tout dire, la façon dont ils s'entraînent, ou plutôt la façon dont ils ne s'entraînent pas. C'est ça, ils n'ont pas le droit de Ouais. s'entraîner. C'est incroyable. Tu te dis, mais pas avec Bilardo. Autant tu peux l'imaginer avec Menotti, autant avec Bilardo, non. Ah ouais, absolument. Mais après, des deux côtés, hein, il y a beaucoup de caricatures au final. Enfin, on va pas refaire le débat Bilardo-Benotti Non. aujourd'hui. Non, mais le on se livre est rend- intéressant par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il y a toujours, c'est toujours le problème dans ces débats-là aussi. Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que vous avez une lecture de personnages assez iconiques. On parle de Bilardo, on pourrait parler de Maradona, le comportement de Diego avec le reste de son équipe. Enfin, c'est un vrai capitaine d'équipe. Ses coéquipiers l'admirent, on vous mettez le mot que vous voulez là-dessus. Tout Maradona qu'il est, mais il se comporte pas comme un mec au-dessus. Enfin, c'est un garçon, il est vraiment complètement dans le groupe. Il a tu vois, et c'est sur ces images-là, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à cataloguer, à vite mettre des cases. Voilà, et on parlait de Bilardo. Voilà. Et Maradona est pareil, il est complètement inclus dans ce groupe-là. Il est D'ailleurs, il se fond totalement dans le groupe. Son individualité, il ne veut même pas qu'elle ressorte par rapport au groupe. C'est fou, ça. Mhm. Ouais, et il prend soin de chacun de ses coéquipiers. Et puis, il a toujours aussi ce côté militant, frondeur. Et quand on s'en prend à certains de ses coéquipiers, au collectif, bah, lui, voilà, il monte au front, quoi. Il n'hésite pas à prendre la parole pour défendre ses coéquipiers. Et au-delà du match, voilà, ça a été un des premiers, notamment, à l'ouvrir contre ces matchs au Mexique qui se jouaient à midi. Faut se rendre compte qu'on est en juin. À midi, à Mexico, ou à Guadalajara, ou à Monterrey, il fait entre 30 et 40 degrés. Ouais. Donc, c'est des conditions extrêmement difficiles, de jeu extrêmement difficiles, d'autant plus à Mexico, où vous jouez en altitude et où les joueurs souffrent de cette altitude. C'est ça, exactement. Et encore plus. Alors ça, Lineker en a parlé, bon, récemment, non, l'année dernière, après le décès de Maradona. Il en avait parlé des conditions de jeu à l'Azteca, chose que, pareil, à distance, devant ton écran, à l'époque, tu n'avais pas conscience, chose qui n'est pas forcément tout le temps dite. C'est juste que l'Azteca est juste injouable, impraticable. Le terrain est juste une horreur absolue. Ce qui rend aussi certaines performances totalement dingues, et notamment on pense au deuxième but. Mais voilà, il y a tout cela est mis aussi est présent aussi pour bien contextualiser et surtout, je pense, éviter aussi quelques relectures par rapport à aujourd'hui et tout. On est à midi, et d'ailleurs, c'est des détails auxquels Bilardo avait pensé, hein, le fait de jouer à midi, en altitude, le terrain un peu, peu pourri. Donc voilà, tout cela est aussi très présent. Très présent dans le livre. Et voilà, et je le disais, il y a ça, il y a tout le contexte, parce qu'on a parlé un peu du match, on a parlé de l'avant avec les superstitions. Vous allez voir, hein, vraiment les rituels, mais c'est une folie pure. Moi, je kiffe tout le rituel du bus. Voilà, j'en dis pas plus, mais tout le rituel du départ du centre de l'América jusqu'à l'Azteca en bus. Voilà, c'est juste incroyable ce qu'ils font. C'est n'importe quoi, mais c'est assez exceptionnel. Je vous laisserai le découvrir. Et il y a aussi donc tout ce contexte, tu le disais, les Malouines. Alors c'est assez intéressant parce que il y a toujours cette réécriture qu'on a depuis, voilà, Maradona qui lutte contre les Malouines. Elles sont présentes, mais elles sont pas si présentes que ça finalement, hein. Ouais, c'est-à-dire que l'équipe
l'entourage de l'équipe essaye justement d'apaiser l'atmosphère autour de ce match. Et c'est surtout la presse qui monte en épingle, en fait, ce contexte belliqueux. Les joueurs essayent de dédramatiser, mais c'est quand même présent au fond de leur tête. Notamment pour la génération 82, c'est-à-dire ceux qui auraient dû faire leur service en 82, et donc qui auraient dû faire la guerre en 1982, notamment Gorochaga. Ils ont ça clairement en tête parce qu'ils ont failli y aller. Ce qui les a sauvés, c'est d'être joueurs professionnels. Mais ils ont des amis, des proches qui y sont allés, certains qui ont été blessés, certains qui ont pu être tués. Donc c'est quand même un contexte qu'ils ont en tête, mais le jour du match, voilà, ils se concentrent voilà, sur le football pour éviter que justement la passion leur fasse perdre leur lucidité. Ouais, exactement. Et c'est voilà, c'est encore moins présent chez les Anglais, hein, les Malouines, pour le coup. D'ailleurs, vous verrez, parce que c'est assez intéressant sur l'après, sur la façon, sur l'après main de Dieu, sur tout ce que ça implique, pardon, dans les minutes qui suivent la fin du match, parce que les joueurs vont se croiser dans les vestiaires, vont se croiser au contrôle antidopage, etc., vont aller dans les vestiaires des uns et des autres. Vous verrez que les réactions anglaises sont assez incroyables sur ces aspects-là. On imagine très très bien ce qui aurait pu se passer avec des Uruguayens. Ou des Argentins. ou d'autres Argentins. Ça ne serait pas passé comme ça. On parlera des Argentins tout à l'heure avec Boca Racing, mais voilà. Mais voilà, donc tout ça c'est intéressant. Et par rapport au Malouines, c'est aussi la richesse du livre, c'est-à-dire que, on le disait, ça explore les acteurs qui sont sur le terrain ce jour-là, mais ça explore des gens qui ne sont pas forcément sur le terrain. Et quand je dis pas forcément, ça veut pas dire en tribune, ça peut vouloir dire aussi très loin de tout cela, qui parfois ont côtoyé des joueurs. Et il y a tout un passage, tout le passage sur cet ancien joueur qui a fait les Malouines, lui pour le coup, qui est assez incroyable à la fin du livre. C'est aussi la richesse de tout cela. On prend vraiment toute la dimension qu'il y a derrière ce match, au-delà des histoires qu'il a pu générer et des certaines qui sont combattues par entre guillemets par Bourgault. En fait, il essaye de tirer le vrai du faux dans certains détails. Il y a toutes ces histoires réelles qui ont été impactées autour, et c'est ce qui fait l'une des richesses aussi de ce livre. Ouais, et puis ce contexte, le fait de réussir justement à le narrer en recourant à des personnages voilà, qui l'ont vécu dans leur propre chair, ça permet aussi de bien comprendre pourquoi cette victoire, finalement, a été plus célébrée quasiment que le titre contre l'Allemagne quelques jours plus tard. Le match qui reste vraiment de cette Coupe du Monde pour les Argentins, c'est Angleterre-Argentine. C'est comme si nous, en France, voilà, on s'était davantage focalisé sur France-Italie, par exemple, de 98, que sur la finale contre le Brésil. Ouais, c'est vrai que ce match est très présent. Et d'ailleurs, même pour les joueurs, hein, en fait, quand tu vois les témoignages et tout, bon, effectivement, le livre ne parle pas de ce qui se passe après, mais ça l'évoque un peu en creux sur le côté, ils vont être champions du monde, etc., etc. T'as la sensation, pas que leur Coupe du Monde est terminée, mais que elle est déjà gagnée, quoi. Ouais, absolument. Et ouais, non, c'est. Et pourtant, ils reviennent de très loin. Mais ouais, une fois qu'ils gagnent ce match, ouais, ils sentent que c'est pour eux cette année, que rien ne pourra les arrêter. Ouais, voilà, donc voilà, tout cela c'est à découvrir dans ce livre, hein, le 22 juin 86, c'est le 4e, je vais me remettre en plus grand, comme ça les gens verront bien, voilà, ce livre-là, 22 juin 86, c'est le 4e que l'on sort, ouvrage que l'on sort chez Lucarne Opposé. Si vous voulez avoir un petit secret, c'est Thomas hein, qui est venu me le proposer, et il m'avait dit à l'époque, en gros, c'est le meilleur livre de foot que j'ai lu, hein, c'est ça, hein, c'est comme ça que tu me l'as vendu. Hein. Je pense que je t'ai dit un des meilleurs. Un des meilleurs, ouais. Et c'est pas pour le survendre, c'est vraiment un des livres que j'ai le plus apprécié. Je l'ai lu il y a quelques années, quand je l'avais acheté à un salon du livre au Mexique. Et voilà, je trouvais dommage que les personnes en France, surtout les non-hispanophones, ne puissent pas avoir accès à ce livre qui parle quand même d'un des matchs les plus mythiques de l'histoire. Et donc, merci à Lucarne Opposé de m'avoir permis de le rendre accessible. Ouais, bah écoute, non, mais c'est vrai que, alors tu vois, moi je t'avais dit, hein, à l'époque, je n'avais pas lu la version espagnole. Et voilà, et on pense, en fait, c'est amusant, hein, mais
je sais pas si ça fera ça chez tous ceux de notre génération, sur le côté, parce que je me retrouve un petit peu dans l'auteur sur le côté, ça se confronte à ce dont je me souviens. Et donc pour ceux de notre âge, hein, pas pour Baptiste et son jeune âge, c'est intéressant. En fait, ce qui est intéressant aussi pour les plus jeunes, c'est que ça va aussi leur raconter l'histoire qu'ils ont entendue et voir si par rapport à ce qu'ils ont entendu, ce qui peut s'être réellement passé ou voilà, toucher un petit peu plus la vérité. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai appris des trucs, j'ai appris quasiment tout. En fait, tu t'aperçois qu'on savait rien et on l'évoquait au tout début pour début de cet entretien. Euh, voilà, le plus dingue étant la fameuse Mano de Dios qui passe pour une marque de fabrique de Diego qui n'a jamais été prononcée par Diego. Ça, ça fait partie des anecdotes folles du livre. Il y en a plein, il y en a plein. J'aime beaucoup l'histoire des photos aussi. de la fameuse photo de la main de Dieu. Mais voilà, j'ai vu passer quelques messages dans le chat sur 86. Voilà, vous êtes en train de vous enfermer à vouloir parler avec des vieux. C'est toujours difficile de dire si c'était l'une des plus belles Coupes du Monde ou pas. Les gens vous diront 70. Après, le problème de 86, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Moi, j'avais 9 ans. C'est la première que j'ai vraiment vécue, donc c'est forcément la plus belle. Mais voilà. Ouais, je voyais tout à l'heure, sur Victor Hugo Morales qui disait que c'était la dernière grande Coupe du Monde. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que notamment 98 a été une très belle Coupe du Monde. Et 2014 aussi, par exemple. Ouais, 2014, c'était pas mal du tout. Mais je pense que oui, parce que c'était une des meilleures Coupes du Monde, pas seulement pour l'Argentine. La veille, la date qu'on a en tête, en fait, là, on parle du 22 juin 86, mais la date qu'on a en tête en France, c'est le 21 juin, c'est France-Brésil, qui est un match qui est resté dans l'histoire du football. Voilà, ça a marqué, même pour beaucoup, il y a un avant-après France-Brésil. En gros, c'est le dernier match un peu de football, allez, on pourrait dire romantique, je ne sais pas quel adjectif utiliser. Mais qui a été vue en Coupe du Monde. Donc c'est peut-être la dernière d'un certain style de jeu. C'est peut-être pour ça qu'elle a marqué les esprits, et puis évidemment pour Maradona. Et c'est vrai, ça avait été évoqué dans le chat, hein, le fameux France-Brésil de 86. C'est vrai que ça fait partie des matchs qu'on a tous ceux qui l'ont vécu. Ce match-là, on s'en rappelle tous, on se rappelle tous de où on était à ce moment-là, de ce qu'on a fait ce jour-là. Et je crois même, alors tu vois, c'est pareil, maintenant que j'ai lu le livre, là, ce que je crois avoir lu il y a 30 ans, j'y mets des gros guillemets. Il me semble qu'à l'époque, on nous l'avait présenté comme le match où il y avait eu le plus long temps de jeu effectif dans une Coupe du Monde. Maintenant, il faudra laisser les statisticiens s'y mettre, mais voilà, à l'époque, c'est ce qu'on nous avait dit. Hein. Donc bon, voilà. Voilà, donc écoutez, voilà, 22 juin 86, je vais vous le remontrer. C'est chez Hello, vous avez vu le lien passer plusieurs fois dans le chat. C'est sorti, c'est dispo que sur Lucarne Opposée, vous connaissez, vous savez comment on fonctionne. On fonctionne comme cela. Ça a été écrit par Andrés Bourgo, traduit par Thomas, qui était avec nous ce soir. Je peux même faire Thomas, je l'avais lu ici, dans ce livre-là. Voilà, El Loco Unchained, vous l'avez probablement lu. Je sais pas, il est toujours dispo ce livre, Thomas? Il est toujours dispo, ouais. Après, si vous allez en librairie, j'imagine qu'il faut le commander. Ouais. Hein. Donc voilà. Il y a une version poche, en fait. Il y a une version poche. Ok, voilà. Voilà. Donc vous pouvez, voilà, vous procurer ce 22 juin. C'est franchement probablement l'un des meilleurs moyens de vous lancer tranquillement dans la Coupe du Monde qui arrive. Et puis franchement, là, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Thomas. C'est pas possible une Coupe du Monde sans Diego quand même. Non, ça va être la première. Hein. Ça va être la première. Voilà, mais ça va être la première, mais là, ça sera l'occasion justement d'emmener un petit peu de Diego pendant la Coupe du Monde. Voilà, vous savez, vous avez vu les liens passer. Baptiste, tu avais une question, des choses comme ça? Non, j'ai juste que tu fais la promo, mais si vous voulez mieux préparer la Coupe du Monde, prenez le mag. Ça nous arrange plus, nous, les autres rédacteurs. Il fait ça. Le livre, on s'en fout. Salaud, va. Salaud. Non, mais voilà, prenez les deux, ça sera encore mieux. Voilà, et écoute, merci Thomas pour ce passage. J'ai vu passer quelque chose sur la mascotte. Bougez pas. Quand je disais la mascotte de 86, voilà. Elle est toujours là. Je l'ai depuis 86. Là voilà la mascotte. Voilà, mais merci Thomas d'avoir été avec nous.
22 juin Merci, 86, Nico. c'est sur Hello. Et puis voilà, on va pouvoir enchaîner pour la suite. Exactement, Biscuit Prince de Luge. Je l'avais dit qu'il y avait la mascotte. Je l'ai, cette mascotte. Donc voilà. On va pouvoir enchaîner. On va pouvoir passer dans un cours un petit peu plus logique. Enfin, logique, non, je sais rien s'il y a de logique dans nos émissions, en fait. On va passer en tout cas aux news de la semaine. Et les news de la semaine, on va les démarrer avec toi, Baptiste, hein, puisque voilà, tu voulais parler. Voilà, enfin, un sujet sérieux là. Tu voulais parler. Pendant Alors, une demi-heure, on a parlé d'un tricheur. Alors Voilà, ouais, mais donc, alors justement, c'est hyper intéressant. Alors, je ne spoil pas parce qu'il est forcément beaucoup question de la main sur la façon dont elle a été vécue les uns par rapport aux autres. Il y a des choses très intéressantes avec les arbitres, voilà, parce que les deux arbitres interviennent dans le livre. Donc, il y a deux arbitres qui sont impliqués dans l'histoire. Ils interviennent tous les deux. Vous allez voir aussi Diego. C'est assez intéressant par rapport à la façon dont il réagit. Et en fait, ce qui est intéressant, en plus, tu vois, maintenant, on a des images. Je veux dire, le match, il est disponible. Hein, la FIFA le rediffuse. Hein. Tu vas sur FIFA+, tu l'as le match. Je crois même qu'il est sur YouTube, le YouTube de la FIFA. Et donc tu peux t'amuser à lire le livre et quand tu es le avant non forcément puisqu'il n'y a pas d'avant hein, sur les trucs de la FIFA, mais le pendant tu peux à peu près suivre en regardant les images et il y a des choses auxquelles tu prêtais pas attention que tu vas vraiment voir et par rapport à la main de Dieu il y a quelques détails hyper rigolos qui voilà je n'en dis pas plus mais voilà sur le côté tricheur machin il y a aussi beaucoup de réécriture de l'histoire et ils ont tous contribué à réécrire un peu l'histoire et c'est aussi ce qui est intéressant dans le livre, c'est la façon dont les acteurs d'une époque, au fil des années, ont toujours tendance à réécrire un peu et on a toujours tendance, même nous, à notre niveau, à réécrire nos souvenirs. Et là, c'est forcément le cas. D'ailleurs, j'ai une question. Alors, c'est pas une question par rapport au livre, mais par rapport au match. En France, je ne sais pas qui était commentateur à l'époque. Thierry Roland, et ça a été l'argument du tricheur. Donc, c'était Thierry Roland et je pense Jean-Michel Larquet déjà à l'époque. Je sais plus. Mais je sais que l'angle a été triché, il trichait, et toute la fin du match, c'est Maradona a triché. Alors, je sais que... alors, je sais pas en fait. C'est une question que je me pose. J'ai vu une vidéo, alors, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est même ce week-end, où en fait, on a l'image avec Thierry Roland et son compère, donc potentiellement Jean-Michel Larquet, qui commente. Et la première chose que dit, alors pas Thierry Roland, mais Jean-Michel Larquet, c'est « il y a main ». Et là, je me suis dit, mais donc c'est-à-dire déjà à l'époque, lui, il avait vu comment l'arbitre ne peut pas le voir. Alors, je spoil pas trop. Non, c'est pour ça, ne spoil pas, mais je me dis, est-ce que déjà c'était vraiment en direct ou est-ce que ils ont recommenté derrière et là ils ont rajouté je l'ai vu la main alors qu'ils ne l'ont peut-être pas vu. Alors pour te dire que je peux le spoiler un petit peu ce passage-là parce que le livre fait 426 pages. Victor Hugo Morales, l'homme qui donc commente le fameux but du siècle, le fameux Barilete Cosmico, etc., voit la main en direct et dit qu'il a marqué de la main. Et voilà. Ouais, sur la version française, Larquet aussi, il voit direct. Ouais, c'est ce que dit Baptiste. Mais pour te donner une idée, c'est même pas qu'une vision française. C'est-à-dire que Victor Hugo Morales, qui commente pour la télé argentine, voit la main et dit il y a main. Voilà. Et je n'en dis pas plus parce qu'on lui dit des choses et il se passe quelque chose parce qu'il y a très peu d'écart entre les deux buts. Il se passe des choses dans son commentaire après. Et si le commentaire est disponible, il a un site. D'ailleurs, il est cité dans le livre, le site internet de Victor Hugo Morales, où il met tout le match avec son commentaire. Tout l'échange y est, parce qu'il y a un échange avec une autre personne pendant le direct. Et voilà, il se passe des choses. Voilà. Et par rapport à ce que tu dis, Chad, sur enlever l'émotion du but, t'inquiète pas, le but du siècle, il est expliqué. Victor Hugo Morales justement parle de son commentaire avec le Barilete Cosmico. Vous verrez qu'il y a un sens, un vrai sens dans ce qu'il dit. Il ne le dit pas au hasard, même s'il englobe, enfin il le rend un petit peu plus poétique. Mais Barilete Cosmico, il y a un vrai sens, il y a quelqu'un qui est visé. Donc voilà. Mais tout ça, je le dis, c'est à découvrir. Et voilà, c'est assez intéressant parce qu'il ne faut pas croire non plus que parce que le livre a été écrit par un Argentin, qu'il est un peu partisan.
Pas du tout. Et d'ailleurs, même à l'époque, et c'est ce que disait Thomas, hein, à l'époque, l'Argentine ne croit absolument pas en son équipe nationale. Mais vraiment, hein, vraiment, Ah non, moi vraiment, je dis pas vraiment. qu'ils sont partisans ou quoi que ce soit, je dis juste que, Mais la main a été vue. La main a com été vue, pas comment par le mec l'arbitre. ne peut pas, le voir et dire, bah, il y a alors que tout le monde enfin beaucoup de monde l'a vu, quoi, et qu'ils ne sont pas au même niveau des joueurs, quoi. Les deux Ça, c'est arbitres le truc témoignent qui là-dedans. Il y a les témoignages des deux arbitres, qui sont des témoignages, pour l'un des deux, qui sont des témoignages exclusifs. Et enfin, qui sont des témoignages exclusifs même. C'est très intéressant. non, Voilà. mais je l'ai balayé le livre, je ne l'ai pas lu, C'est je vrai. l'ai Tu l'as balayé. pas lu en détail, ouais, c'est vrai. T'as pas. Mais voilà, tout ça pour dire que les arbitres parlent de cette histoire-là et c'est assez rigolo. Bref, voilà, on a vraiment refermé la parenthèse 22 juin. On va passer avec toi, Baptiste. Avec bah justement, on est quand même dans un thème Coupe du Monde hein, ce soir, puisqu'on va glisser lentement vers cette Coupe du Monde et on va aborder ce qui se passe en Corée du Sud avec forcément l'info qui secoue un petit peu, qui secoue, pas si je me trompe d'image, qui secoue la Corée du Sud, c'est Ah non, Son c'est pas le bon. et Voilà. c'est ce qu'il a pris face à Marseille. Oui, bah, c'est un peu le drame de ces alors, je vais pas dire le drame parce que ça serait pas faire, on va dire, ça serait un peu malvenu par rapport à ce dont je vais parler juste après, mais c'est un petit peu, on va dire l'événement, sport, vraiment sport en Corée aujourd'hui et tout le monde, en fait, ne regarde que ça. C'est-à-dire que quand il est sorti, face à Marseille, donc pour rappeler, il se prend, l'épaule de Mbemba, au niveau du visage, il est complètement sonné. Alors après on voilà, Très à bon jeu de mots. Marseille, ah oui, exact, pas mal. Il est complètement en plus, il est hué et cetera alors que Son, enfin on le voit, hein, Son n'est pas, va pas non plus, feindre, la fa de tomber dans les pommes. Enfin quand on le voit marcher, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc là, tout de suite en Corée, ça fait une bombe. Voilà, de directement après le match, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va lui arriver? Il était pas bien et cetera. Le lendemain, l'info pardon, tombe, c'est une fracture du visage. Donc là, tout de suite, alerte, qu'est-ce qui va se passer? On a la coupe du monde dans 13 jours, alors c'est un peu plus, mais voilà, notre meilleur joueur, notre star, c'est la star du pays, c'est le plus grand athlète du pays, aujourd'hui, celui qui est le plus connu et il est blessé, il ne pourrait pas être à la coupe du monde. Donc en ce moment, quotidiennement, on va aller chercher, des anciens médecins de la sélection qui vont nous dire: «Mais non, il a rien, il va venir». Il y en a un qui a même dit: «Non, vu le coup, il a pas de fracture». Le lendemain, fracture. Bon, merci, super l'intervention, toi, tu as été très utile. Donc aujourd'hui, on est vraiment suspendu aux bulletins, on va dire médicaux de Tottenham. Conte hier est sorti, du match face à Liverpool en disant que Son Heung-min était sorti de l'hôpital, il était chez lui, il s'était opéré, ça s'était bien passé, que c'était très positif pour aller au mondial. Alors il pourrait y aller potentiellement en portant un masque et cetera. Il y a Wang Hichan aussi qui a dit qu'il avait eu, Son Heung-min au téléphone, qu'il avait eu avec, par texto et cetera et que Son Heung-min était très confiant, qu'il allait se battre pour venir au mondial. On a tout ça autour, c'est un peu, mystérieux, on sait aucun en fait, que ce soit la Korea Football Association ou Tottenham ne dit: «Il y sera pas» ou «Il y sera». C'est Tout le il monde est se un petit peu en prépare pour y suspension aller, là. on sait pas trop, donc j'ai l'impression qu'il y a un jeu de dupes alors qu'on sait très bien que moi je pense qu'il n'ira pas ou alors même c'est même pas prudent, enfin il y a une fracture au visage quoi et on voit que Osimhen qui est à Naples, n'est pas revenu au bout de 3 semaines. Donc voilà, ça peut être dangereux et il y a tout ça autour de lui, que des suppositions et aujourd'hui on ne sait pas ce qui se passe, concrètement pour la Corée du Sud et pour Son Heung-min. On a un message de Red le Rouge qui dit bien, c'est un retour de bâton, ils nous ont blessé Zidane en 2002. Euh, ce qui est intéressant, c'est aussi ce que dit Monsieur Yass, où ça lui fait penser à Salah 2018 et l'Égypte. On peut même pousser un Suarez Uruguay 2014.
où on attend le facteur X, où tout le monde, le temps se suspend et tout le monde attend éventuellement étend à ce qu'il revienne vraiment. Est-ce qu'on peut aussi quand même imaginer que la Corée du Sud puisse se passer de Son sur un match et le faire revenir, ou faire ce qu'a fait la France un petit peu, ça parlait de 2002, la France avec Zidane? Oui, elle pourrait, même si c'est son meilleur joueur. Donc on va juste rappeler ce qu'est Sonny Ouais, pour la Corée du Sud, c'est le capitaine. Donc déjà ça pose, tout de suite les bases. Bon, on le voit sur la photo, il a le brassard. Il est capitaine depuis le départ de Ki Sung-yueng à la retraite. Il a 106 sélections, il a 35 buts, c'est un des meilleurs buteurs de la sélection. C'est le joueur phare, c'est celui qu'on regarde. Je pense que si vous avez vu un match, quand il touche le ballon, c'est juste la folie dans le stade. Moi j'y étais, j'ai jamais vu ça. Le mec, il touche le ballon dans sa surface pour le dégager, il y a tout le monde qui gueule. Tu as l'impression qu'il a mis 3 buts. C'est assez impressionnant. C'est celui qui est censé mener la Corée, au résultat, à gagner et cetera. Son but face à l'Allemagne en 2018, c'était juste extraordinaire. La Corée n'avait que gagné un match, mais il avait marqué, il avait permis d'éliminer l'Allemagne. Enfin, c'était juste fou. Sauf que Sonny, en dehors de ça, si on regarde bien, c'est très compliqué pour lui avec la sélection. Il a beaucoup de pression, il est souvent marqué par ses adversaires, qui bien évidemment, on voit Corée du Sud, on voit Son Heung-min, on se dit: «On va neutraliser Son Heung-min», le match il est plié et donc il y arrive rarement. C'est-à-dire qu'en 2018, par exemple, je tiens à le préciser, c'est le seul trophée qu'il gagne avec la Corée du Sud et c'est avec les moins de 23 ans. C'est-à-dire c'est les Jeux asiatiques, c'est pas lui le meilleur joueur et pourtant il jouait avec des moins de 23 ans. Il a eu du mal à porter son équipe parce qu'il est déjà il était un peu aussi fatigué, faut le dire. Mais il est tellement, marqué, il a tellement la pression du pays sur les épaules qu'il n'y arrive pas. Alors je ne vais pas dire que c'est même mieux de jouer sans lui, ça serait faux, parce qu'on ne mmh, peut pas se passer de ton meilleur joueur. C'est ouais, comme si je disais l'Argentine sans Messi. ouais, c'est On a eu ça. longtemps un débat avec Messi en Mais Argentine et oui, mais oui, cetera. mais il y en avait, et pour le coup, tu dis je vais pas le dire, mais je peux t'assurer qu'en Argentine, il y en avait qui le disaient. Oui, en Corée, ils ne se permettront pas de le dire et voilà, ils le respectent, mais après en Corée, on peut le dire, hein, tous les grands joueurs de la Corée du Sud n'ont jamais réussi à apporter quelque chose à la Corée du Sud. Les 3 grands dont on parle, c'est Cha Bum-Kum et là je vous laisserai lire le mag, on y reviendra, mais 86, on l'a pas vu. Park Ji-sung, après 2002 où il a explosé, on l'a plus jamais revu, être, incroyable. Pourtant, c'était des joueurs qui étaient, dans leur club et cetera, voilà, des très, très bons joueurs. Mais quand Son Heung-min a le ballon et qu'il est marqué, en fait, ça profite à personne. C'est-à-dire qu'on pourrait croire, il va attirer du monde Mmh. et il va permettre aux autres de briller, mais ça marche pas. On ne sait pas pourquoi. Probablement parce que lui, il a envie d'être celui qui brille, il veut sauver la nation, il veut être le héros et cetera. Il en fait trop et finalement ça ne marche pas très bien. Donc il y a un sujet à ce niveau-là, mais bien évidemment, on ne peut pas se passer de Sonny, en Corée du Sud. Heu, 1 match, ça peut passer, 2 matchs, mmh, 3 matchs, c'est mort. Ouais. C'est-à-dire que déjà la Corée, elle est la marge d'erreur, elle est très petite, C'est la sachant que le question que te problème pose Chad la moutarde, hein. Est-ce que ça change quelque chose pour les chances de qualif sud-coréennes? Non. Alors toi, non, tu parce nous que avais dit un peu différemment, hein, mais pas loin. de quoi? Ah non, mais moi j'ai dit on est passé de 5 à 0. Voilà. Voilà, c'est juste parce qu'il est capable de mettre un coup franc. On l'a vu sur les matchs amicaux, il peut mettre des coups francs et libérer la Corée. On l'a vu face à l'Allemagne. Alors oui, le match, la Corée était archi dominée, mais il est parti en contre. Il fallait les faire, hein, les 60 mètres pour aller chercher le ballon, de Joo Se-jong qui est un ballon dégueulasse en plus. Mais déjà que tu as pas beaucoup de marge de manœuvre, si en plus tu perds Sony, pour un match, c'est cuit. D'autant plus quand on voit ce qu'il y a derrière. Eh ben, ça va être une des questions qu'on va aborder. Juste une petite question avant, il a quel âge? Il est né la même année que moi, donc il va avoir, 30 ans. Mais je crois qu'il est déjà il a eu 30 ans. Je sais pas quand est-ce qu'il est né exactement, mais OK. il a de la Non, même mais ça veut année. dire que c'est Il est né en potentiellement juillet en c'est juillet. c'est pas du tout sa dernière coupe du monde. Voilà, c'était la question cachée. Heu, Potentiellement, il en a une autre. potentiellement, Ça il a celle dépendra de de comment il sera dans 4 ans. évidemment, évidemment. Bref, justement, tu l'évoquais, s'il vient pas, heu, notre cher Paolo Bento. Alors, pour les gens du chat, les insultes pour Paolo Bento, c'est la semaine prochaine, hein, soyez là avec nous.
Il y aura un grand atelier insultant Paolo Bento, hein, parce que Baptiste va pouvoir se lâcher la semaine prochaine. On en parlera à ce moment-là. Bah, surtout qu'en plus, on a grillé le joker d'être vulgaire sur Twitch. C'est bien, la chaîne va disparaître. Ah non, attends, Je suis désolé. on n'a pas été vulgaire. On s'est pris un ban parce que j'ai passé 30 secondes d'un clip d'introduction de la CONMEBOL. Voilà. Et Bah j'ai là, fait tu la vas bise à prendre tous les 6 ans streamers qui font du react un devant les stream. matchs de foot, de Ligue des Champions, de Liga, de machin. Voilà, on doit peser beaucoup plus fort qu'eux, je suis désolé. Euh, mais bon, bref. Voilà, on dira rien. Oui, donc, on va revenir sur le sujet. Justement, en cas d'absence de Son, quelles sont les alternatives, quelles sont les solutions qui se présentent à Paolo Bento? Alors, aujourd'hui, les joueurs sud-coréens qui évoluent en Asie sont réunis à Paju, donc en Corée, pour se préparer. Donc il y a sans les Européens parce qu'eux sont encore dans leur club, mais il y a déjà une première préparation, déjà des premières séances de travail, qui s'effectuent avec les joueurs restés, enfin qui sont, asiatiques. Et parmi ces joueurs-là, Paulo Bento en a convoqué 2. Alors, qui méritent, oui ou non, moi, il y en a un des 2, non, c'est sûr que non. C'est Song Min-kyu qui est de John Book et Na Sang-ho de Seoul. Alors, Na Sang-ho ayant fait une saison catastrophique, je ne comprends pas pourquoi il est là. Et moi, je Song Min comprends pourquoi c'est lui que tu démontes. Alors, celui que tu affiches là pour le moment, c'est Oui, Song c'est Min-kyu. l'autre, ouais, mais tu m'as pris à contre-pied. Tiens, Na le Sang-ho, voilà. c'est l'autre. Et donc, en fait, il a ces 2 joueurs-là. Nassango a fait une saison catastrophique avec Séoul, alors tu vois, j'ai encore dit Séoul. C'était nul, il a strictement rien apporté. Il a juste C'est un peu, le Lucas Moura du pot, c'est-à-dire qu'il va faire une différence, mais après il va te faire un truc, tu te dis: «Mais mec, arrête le foot en fait. Tu es juste capable de faire une différence et rien d'autre». C'est exactement ce qu'il a fait. Alors oui, il a des stats, il a mis 8 buts, mais je crois que sur ces 8 buts, il y en a 6 sur penalty. Ah donc c'est super utile, Faut à savoir force les de faire tirer, hein. des ouais, et puis il faut savoir les obtenir vu qu'il arrive très bien à simuler, donc ça passe. Enfin bref, c'était une catastrophe, mais il est présent. Song Min-kyu, lui, pourrait être beaucoup plus, une meilleure solution, sauf qu'il sort d'une saison très compliquée avec Jeonbuk. Il a été souvent blessé, il n'a pas beaucoup joué. Il a connu des difficultés aussi à se mettre, à se remettre dans sa saison. Enfin, on a vu la saison de John Book n'était pas exceptionnelle et puis Modou Barreau l'a complètement fait, exploser en termes de concurrence. Donc on a avec 2 joueurs qui n'ont pas fait une bonne saison, qui pour le moment s'entraînent pour être le backup de Son Heung-min et potentiellement le titulaire. Et là où ce que je reproche à Paulo Bento et que c'est là où je dis que je disais en préambule qu'il n'y avait pas d'organisation, de gestion du cas Son Heung-min, c'est-à-dire qu'on ne se prépare à aucune éventualité. Pour le moment, on ne sait pas et ben, on continue comme s'il allait venir. C'est-à-dire que Paulo Bento aurait très bien pu se dire: «OK, j'ai pas Son Heung-min, j'ai que 2 mecs, pour le moment, il m'en faudra peut-être, d'autres ou avoir d'autres solutions et appeler d'autres joueurs». Il a sur le qui des joueurs qu'il a pas convoqués, qui ont fait des très, très bonnes saisons, bien meilleures que les 2 autres et même 2 qui ont fait, même leur club était meilleur que Seoul. C'est Lee Sang-woo, que tout le monde connaît, qui était, à la Masia, qui a été formé au Barça, qui a eu des problèmes après à s'acclimater à l'Europe. Et lui, pour le coup, en 2018, quand il a fallu aller chercher les Jeux asiatiques, bah, il était là, il a marqué des buts, il a porté l'équipe. En 2017, sur la Coupe du monde des moins de 20 ans, bah, c'était lui la star, c'est lui qui, avec Baek Sung-ho, c'est lui qui a porté la Corée du Sud. Donc ce gars-là a enfin fait une saison complète et extraordinaire. Cette saison a été très très bonne pour lui et n'est pas appelé. On ne sait pas quel est le problème, alors qu'il était à la coupe du monde en 2018. Ils ont pas vu son Heu, but ou? Bah, je ne sais pas, il y a un problème entre lui et Paulo Bento, lequel je ne sais pas. On sait que, Lee Seung-woo a quand même un comportement qui est assez particulier, hein. C'est le mec est dans sa tête, c'est une star. Enfin, suffit juste de le voir comment il agit. C'est pas un mauvais garçon, mais c'est quelqu'un qui est très fier de lui Ouais, et mais ça se gère. voilà. Ça se gère, mais en plus, il a toujours ce respect avec les anciens, c'est-à-dire qu'il Ouais. écoute beaucoup ce que lui dit Ki Sang-young, qui le prenait sous son aile, qui lui expliquait comment il devait gérer et cetera. Mais bon, Paulo Bento, ça passe pas. L'autre, c'est Kim Dae-won, qui joue à, Gangwon, qui a été cette année juste irrésistible. Il a fait une très, très bonne saison sur son côté gauche, et lui non plus n'est pas appelé. Et c'est vraiment quelque chose de
de surprenant, sachant qu'il a déjà été, convoqué par Paulo Bento dans des groupes, voilà, il a déjà participé et là, il n'y est pas alors qu'il sort d'une saison qui est juste, pour lui incroyable. On l'attendait comme étant l'année dernière comme étant celui qui allait guider Gangwon à une très belle saison. Il a un peu raté cette saison, ça a parfaitement fonctionné, et il est pas là. Donc on se retrouve avec 2 garçons qui sont pas top, 2 autres qui ne sont même pas appelés alors qu'ils ont fait des très bonnes saisons et qui pourraient juste être appelés et se dire: «Bah, on prépare, on verra bien». Ils ne sont pas là. Alors peut-être que Paulo Bento pense aussi à se dire: «J'ai Lee Jae-sung alors qui joue à Mayence et Lee Kang-in qui joue à Mallorca», alors Lee Kang-in on ne sait pas encore s'il va être sélectionné. Eux peuvent, évoluer à gauche parce qu'ils le font en club ou, Lee Jae-sung le faisait, aussi en sélection. Mais ça serait vraiment, on va dire, retirer de la qualité au milieu de terrain pour les mettre sur un côté où c'est pas leur poste. Donc c'est pas vraiment une très bonne solution à mes yeux. Paulo Bento peut-être pour lui. Il pourrait aussi dire, bah, Wang Hichan, qui est en ce moment à Wolverhampton, qui a du mal à jouer, qui a pas beaucoup de temps de jeu, qui est pas très bon quand il joue et qui est plutôt un numéro 9, bah, lui, on peut aussi le mettre sur le côté. Il a aussi Kwon Chang-woon, qui a fait une saison catastrophique. Son club est relégué, mais qui est toujours là parce que, bien évidemment, ça reste Kwon Chang-woon. On sait ce qu'il vaut, même si depuis sa blessure au tendon d'Achille, c'est plus vraiment le même joueur, qui est plutôt à droite qu'à gauche, mais qui peut dépanner à gauche. Donc il y a tout un casse-tête, je pense, chez Paulo Bento qui est enfermé aussi dans ses, on va dire, dans ses convictions de pas je vais pas appeler des joueurs que j'ai pas sélectionnés, je veux pas reprendre Lee Seung-woo parce que j'ai pas un bon feeling avec lui et on le connaît Paulo Bento, hein. De toute façon, il est déjà en conflit avec toute la presse coréenne parce qu'il assume rien, voilà. Donc il y a rien de géré, Oh, il est en on a conflit avec juste en toute la train de presse, point. oui, ah oui, Il il faut c'est dire là, les il choses. et je pense qu'il est même en conflit avec la KFA, donc bon, on rappellera juste que c'est l'entraîneur qui est arrivé et qui a dit: «Je crois qu'ils ont fini 4e de la coupe d'Asie». Oui, bien sûr, ils se sont fait éliminer, très tôt par le Qatar, mais bon. Bref, c'est le type de personnage et Mais donc je pense à sa décharge, parce que tu vois, on parle des alternatives et tout. Une autre alternative aurait été d'avoir un système alternatif sans Son, mais c'est quelque chose qui n'a jamais été envisagé et qui ne pouvait pas être envisagé. bah, non, parce qu'en fait, tout ce qu'il a construit, il l'a construit autour de Son Heung-min. Eh Son oui, Heung-min, soit je le mets sur l'aile, soit je le mets en neuf, soit c'est je le ça. mets en support de l'attaquant, mais tout était créé en fait, le premier nom que tu mettais et c'est normal, c'était Eh le oui, meilleur joueur, c'est comme c'est on Son faisait le Heung-min. parallèle avec la France de 2002. Tout est construit autour de Zidane. C'est ça. Mais là, le problème, c'est qu'en France, on n'a jamais eu l'occasion de jouer sans Zidane. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un rassemblement, il y avait Zidane. Là, Paulo Bento a eu l'occasion. Il y a eu C'est la vrai, coupe de l'Asie de c'est vrai. l'Est, il aurait pu commencer à travailler sur un système en se disant: «Bah, on va essayer». Ça a été une catastrophe. Donc pour lui, la seule solution, c'est: «Il me faut mes Européens» et il a aucune confiance, en fait, dans les joueurs qui jouent en Asie et même en K-League, Est-ce qu'il les sauf regarde? ceux ben oui, on le voit régulièrement dans les stades. Alors par moments, je le vois dans des affiches, je me demande pourquoi il était là-bas. Un match il va voir des matchs de Séoul régulièrement pour Nasangho. Mec, arrête de perdre ton temps, enfin, va voir des autres clubs. Enfin, Séoul, Non, mais ils au sont moins, on peut pas formidables, l'accuser mais de pas voir les matchs locaux, parce qu'il y a quelques oui, sélectionneurs étrangers qui sont souvent accusés de cela. Voilà. non, non, lui, il y va régulièrement. Alors, il y va pas toute l'année parce que par moment, il rentre au Portugal. Par exemple, pendant la période covid, on sait qu'il n'était pas forcément en Corée tout le temps, mais là, on le voyait dans les stades. Depuis 2018, pour le coup, ça, on peut pas lui reprocher, on l'a Ouais. vu régulièrement, mais après, je ne comprends pas les joueurs qu'il sélectionne, pour être tout à fait honnête. Ça, c'est depuis 2018, hein et il n'a pas travaillé, en fait. Son travail, son seul plan, c'est de compter sur les Européens. S'il n'a pas Kim Min-jae en défense, il va pas y arriver. S'il n'a pas Son Heung-min en attaque, il va pas y arriver. S'il n'a pas, tous ces Européens-là qui sont, pas for Wang Guizhou, bah, enfin Wang Guizhou, je suis OK, c'est le joueur, qui était le meilleur attaquant de Corée ces dernières années puisqu'il joue en Europe, il arrive à marquer des buts. Ah, Mais mais là, là, il est en enfin échec. là, il est en échec total et il y a qu'une solution derrière. C'est-à-dire qu'il en a pas pris d'autres. Les 2 meilleurs buteurs de K-League, il en a pris qu'un. Le deuxième, il ne le prendra pas et je ne sais pas pourquoi. On a du mal à le comprendre. Il a pris un gamin de 21 ans qui a fait une très bonne saison, mais c'est que sa première. Par contre, celui qui en a 32, qui enchaîne, depuis, quelques années des très bonnes saisons, il ne le prend pas. Je pense à un garçon qui joue à Jeju. Exactement, qui s'appelle Joo Min-kyu et qui mériterait Mais d'être, c'est vrai que oui, ça, c'est sélectionné, assez mais qui n'est surprenant pas qu'il pris. n'y soit pas, ouais. Alors que des jeunes qui font juste 2-3 bons matchs, il les prend.
Après, la meilleure solution, alors ça, on a répondu finalement à la question Kwon Changun pour Chad. La meilleure chose que j'ai fait passer dans le chat pour remplacer Son, hein, c'est le Wookie. Alors, on pourrait. Moi, je suis un fervent On défenseur ne de touche. Kim C'est Shin-wook. notre chouchou, le Wookie. Alors, si tu nous appelles le Wookie, il n'y a pas de problème. Nous, on le prend. Et je pense que si Bento appelle le Wookie, il n'y a plus aucune insulte de la part de Baptiste pendant la Coupe du Ah Monde. non, mais je pense que la coupe du monde est tout de suite envoyée en Corée du Sud. On a la compète. Non, mais attends, le mec a mis 21 buts cette saison. Bah voilà. Voilà, Il nous voilà. suffit de C'est son lancer. meilleur total. Elle est pas arrêtée, hein, la liste. Ils la donnent quand, la liste, les Coréens? Alors, ils font un match vendredi et la liste est communiquée le 12. Et globalement, vous reprenez la liste des matchs amicaux de la dernière fois, c'est la même. Il n'y Ok, aura pas le de 12, changement. c'est samedi. Exactement. Ok. Petite question de Pierre. Qui est le vice-capitaine de la sélection? Je crois que c'est Kwon Young. Attends, j'ai un doute, mais je crois que c'est. Attends, j'hésite entre Wang Inbom ou Kwon Young-won. Je sais plus comment c'est son nom. En tout cas, pas Kim Min-jae. Non. Pardon, Kim Young-kwon, pardon, pas Kwon Young-kwon. Kim Young-kwon, je pense que c'est lui le second. Le défenseur d'Ulsan. Je pense que c'est lui. Mais c'est Et- pas Kim Min-jae, c'est sûr. Ah ouais, Kim Min-jae, faut surtout pas le mettre capitaine. Azur Duba. Mais c'est C'est pas intéressant du tout parce que son rôle. c'est quand même censé être. Je vais pas dire. Bon, c'est difficile de parler d'un facteur X pour un défenseur central, même si on le devrait pouvoir le dire. Parce que voilà, ça fait partie de tes joueurs qui sont censés être tes joueurs clés, en tout cas. C'est assez rigolo parce que tu disais que Son, il a quand même du mal à jouer avec cette pression, à jouer avec la pression de ce que représente son rang, en fait, concrètement dans la sélection. Si tu me dis la même chose de Kim Min-jae, il y a Nostromo Mais qui c'est nous dit, ça exactement pose la pareil. question de la dépendance de sélection envers leur star. T'as envie de te dire aussi, mais en Corée du Sud, la sélection dépend aussi de la capacité à gérer la pression, quoi. Bah, c'est exactement la même chose en fait avec Kim Min-jae. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous le voyez à Naples, vous le voyez à Fenerbahçe, c'est juste incroyable. Le mec est un très très bon défenseur. Par contre, tu le mets en Corée du Sud, mais alors il va faire des trucs, il va se louper, il va partir balle au pied, mais il va complètement rater sa conduite de balle, il va faire des transversales qui vont partir dans les tribunes. C'est incompréhensible. Les joueurs sont transformés quand ils arrivent en sélection et on peut faire le même parallèle avec le Japon. Kagawa avec le Japon, ça n'a jamais été le même joueur que quand il était à Dortmund. Hem, Keisuke Honda, on a eu OK, c'était le meilleur joueur du Japon, mais il n'a jamais été non plus transcendant avec le Japon. On se pose toujours des questions sur ces joueurs-là et c'est quelque chose, j'ai pas l'impression de le voir dans toutes les sélections, mais en Asie, c'est énorme. Je pense qu'ils se mettent eux-mêmes une pression ou les supporters leur mettent tellement une pression qu'en fait, ils déjouent complètement. Et il y a d'autres joueurs, hein, qui ont connu ça, hein, c'est pas les premiers, mais c'est très surprenant et je pense qu'ils n'arriveront jamais à s'en débarrasser s'ils ne créent pas, en fait, un entraîneur ne crée pas une équipe. Ce C'est-à-dire que dont on là, j'ai parlait, l'imp tu vois, ce dont on parlait sur l'Argentine de 86 tout à l'heure, sur cette notion d'équipe exactement. qui est vraiment créée autour. Il y a un facteur X, ok, mais il y a une véritable équipe autour avec voilà. Et même, j'ai envie de te dire, même le facteur X est totalement intégré dans cette équipe. Et c'est exactement ça et je ne pense pas que Son Heung-min aujourd'hui est intégré dans l'équipe. C'est Son Heung-min et vous jouez pour Son Heung-min. À Tottenham, ça fonctionne très bien parce qu'il y a d'autres stars. Il y a Harry Kane, Ouais, c'est ça. enfin, il y a des stars partout. Il y a Hugo Lloris, enfin, il y a des stars à tous les postes. Et Là, en Corée, le seul qu'on regarde, c'est lui. tu penses par exemple qu'un Kim Min-jae, on va terminer là-dessus, mais tu vois, par exemple, Kim Min-jae est allé à Naples, il n'est pas la star de Naples. Tu vois ce que je veux Non, dire? bah, Euh, non et en fait, quand tu et est-ce regardes, il y a aucun Coréen qui n'a été la star de son club à part Cha Bum-Kun. C'est ça. Et tu penses par exemple qu'un Kim Min-jae, s'il avait signé à Rennes avec le statut qu'on lui aurait donné, parce que ça aurait été un très très gros transfert, et il aurait été appelé à être le patron de la défense, concrètement, ce que tu es en train de sous-entendre, c'est que ça aurait peut-être pu lui jouer plus de tours qu'autre chose. Je pense, parce que quand on l'a vu à Beijing, Guoan, c'était pas le même joueur qu'à Jeonbuk. Parce qu'il était devenu, celui qu'on regardait, c'était lui la star. Et il faisait des choses par moments qui étaient un peu compliquées et en plus, il a mis toute l'équipe à dos parce qu'il a osé ouvrir sa bouche, alors qu'il avait raison, hein, sur le fond, mais c'est lui qu'on scrute, c'est lui qu'on regarde, c'est lui qui a la pression et je pense que c'est un sujet Ouais. et on se souviendra du début de Son Heung-min à Tottenham.
Il arrive, il est annoncé comme étant celui qui va s'imposer et cetera. Il a complètement foiré son début et une fois que c'est passé sur Harry Kane, que c'est passé sur Dele Alli, que c'est passé sur Lamela, mais il a commencé à sortir de son trou. Donc je pense qu'il y a un sujet au niveau de la pression chez ces joueurs-là et il y a quelque chose qu'il faut qu'ils arrivent à gérer, mais c'est depuis tout le temps, hein. Ouais, 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 C'est non, c'est intéressant, c'est depuis tout le intéressant. temps. C'est vrai, hein, Red Rouge, Naples, on peut pas qualifier cette équipe de star, mais il n'est pas la grande star de l'équipe. Voilà, c'est ça que je C'est ça, sous-entendais. c'est pas le C'est pas lui jeu, qu'on regarde, hein, on regarde c'est Clara, ça. quoi. Enfin, maintenant, on va commencer à le regarder et quand je vois son match face à Liverpool, quand j'ai vu son match ce week-end et qu'on commence à beaucoup parler de lui, c'est plus les mêmes. Face à Liverpool, les 2 buts, il y en a je pense que les 2 sont pour lui. Ouais, c'est intéressant. Écoute, bah voilà, réponse donc samedi pour la Et liste cette définitive. saison, Son Heung-min, il a eu le ballon, enfin le meilleur buteur l'année dernière. Aujourd'hui, pas la même. C'est vrai, c'est vrai. Bah, en tout cas, là, pour l'instant, il va falloir qu'il se répare, Bah oui, là, concrètement. ça va être compliqué, hein. Et là, ça risque d'être assez compliqué. On verra s'il sera dans la liste. Baptiste, vous le disiez, c'est samedi la liste pour la Corée. On l'a déjà dit un petit peu en introduction, on le rappellera à la fin. Même si vous voyez, on est déjà dans une optique un petit peu Coupe du Monde. On va s'en détourner un petit peu quelques instants. Mais lundi prochain, on fera une émission spéciale Coupe du Monde. Voilà, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. On va en rester là pour la partie asiatique, la partie Non, non, coréenne non, avec j'ai ma cette. dernière info. Tu l'as Ah, écoute. sauté mon info. Laquelle? Mon Je inf l'ai pas vue. bah, Ah oui, ah! pardon! Oh là là, je l'ai pas vue. Il y a une dernière Celle-là, elle info. est C'est vrai très parce qu'elle est importante. importante. C'est vrai parce qu'en plus elle est importante et elle concerne la Coupe du Monde, mais elle concerne ce qui s'est passé à Itaewon C'est ça, avec exactement le drame d'Itaewon. Excuse-moi, c'est vrai, je l'ai fait sauter. Je l'avais pas, et j'ai on pas bien lu mon conducteur. et Oui, parce que voilà, on a tous vu ce qui s'est passé hein, avec le drame d'Itaewon. Et ce drame-là a des conséquences, bon, indépendamment de l'aspect tragique, de tout ce que ça a généré derrière. Il va y avoir des conséquences par rapport à la Coupe du Monde et comment elle va être vécue en Corée du Sud, hein. exactement parce que voilà, la Corée avait l'habitude, alors depuis 2002, je pense que vous les avez tous vus ces images des Sud-Coréens dans la rue, la foule et cetera qui assistait au match, qui faisait la fête. La Corée depuis cette coupe du monde-là organisait chaque année de coupe du monde, ce genre d'événement. Alors ça a été fait par des entreprises privées depuis 2018, c'est la KFA avec la mairie de Séoul qui reprenait l'organisation et là, malheureusement, il y a eu le drame d'Itaewon qui a rappelé de très mauvais souvenirs, à toute la Corée du Sud, par rapport au naufrage du Seawall je crois que c'était en 2014, où des jeunes gens sont morts, voilà, Sewol pardon, pas Seawall. Des jeunes étudiants sont morts, dans ce navire qui a coulé, au large des côtes. S'en est suivi plein d'événements ensuite pour la Corée du Sud, avec, la destitution de la présidente. Bref, ça a rappelé vraiment des mauvais souvenirs aux Sud-Coréens, parce que là aussi, c'est des jeunes qui ont succombé et donc la mairie et la KFA se sont entendus pour ne pas finalement organiser toutes ces cérémonies prévues pour faire la fête, parce qu'ils considéraient que le faire moins d'un mois après, la mort de 156 personnes, hein, on le rappelle, c'est quand même énorme, n'était pas adéquate au regard des victimes. Donc on était en train de fêter les 20 ans, de 2002, donc il y avait des choses, incroyables de prévues, c'était censé faire la fête tout le temps, pendant toute la période de la coupe du monde et tout ça a été annulé. La Corée du Sud était aussi enfin Séoul était aussi une des villes retenues par la FIFA pour être, la fan FIFA Service, là je ne sais Mmh. plus ce que c'est exactement le programme. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est, on n'a toujours pas de date d'événement. C'est possible qu'aussi ça soit annulé parce qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à refaire la fête, au regard de ce qui s'est passé à Itaewon. Donc la coupe du monde en Corée va être vécue d'une façon beaucoup plus différente que ce qu'elle était prévue et va rétrogra alors déjà en plus, il y a personne qui vient. Ouais, c'est ça. Là, ils vont être beaucoup, moins, présents derrière la télé et en plus, ils pourront pas faire la fête au cas où, enfin comme ils avaient l'habitude de le faire parce qu'il y a eu ce drame, il y a 2 semaines. Ouais, en fait, on est Voilà, enfin la semaine dernière. dans les,
tu disais, hein, par rapport au naufrage qui en fait génère une espèce de superstition négative, on va dire, puisque c'était un enchaînement de faits négatifs qui s'était produit, c'est ça Ouais, derrière. c'est ça, exactement. Et Et il y en avait fait, il y ils a se sont dit, il va nous arriver la même chose. Et là, ils ont le drame sonne. bah, c'est ça, c'est que C'est là, terrible. il y a pas mal de choses et puis ils sont pas prêts à se réunir à plusieurs centaines de milliers dans la rue alors qu'il y a eu, Ouais, bah 150 ouais, là, morts ça, alors ça, on que le comprend voilà. aussi, ouais. Donc ils ont complètement tout annulé. C'était annoncé, ce week-end par la fédération et donc la coupe du monde ne sera pas vécue comme une belle fête comme elle aurait dû l'être, malheureusement. Voilà. C'était la petite info, pré-coupe du monde. Ouais, ouais, non, mais voilà, mais tout ça, voilà, on reste quand même dans ce qui va se passer, dans ce qui va se passer dans une dizaine de jours. On reviendra dans un instant sur justement sur ce qu'on fera nous la semaine prochaine et on évoquera un petit peu tout cela. On va en rester là sur la partie asiatique. On va faire une page Amérique au pluriel. On va revenir sur tout d'abord sur les deux finales. Ça va laisser le temps à Marcelin de revenir, de rebrancher sa cam et de moi de voir si j'ai bien mis le bon lien pour le réactiver, si je le vois apparaître. On va revenir sur les deux finales. Comment dirais-je, les deux finales qui ont eu lieu ce week-end, qui ont été franchement deux incroyables finales. Je sais pas, Baptiste, si tu as maté la finale MLS, si tu as pu voir la Heu, finale MLS. Elle C'est était je j'en ai ent j alors j'en ai entendu parler, parce que je sais que c'est Los Angeles qui a gagné. Ouais, Malheureusement, je ne sais plus quand est-ce qu'elle était, mais je sais samedi que ce soir. soir-là, je me suis endormi n'importe comment à 22h30. Ah bah, bravo. Voilà, donc je n'ai absolument pas suivi, la finale. J'ai vu que Bale avait égalisé, si je me souviens Incroyable, bien. donc ouais, finale avec un scénar absolument incroyable. Ah, alors très franchement, tu vois, je le disais en introduction, et on a tendance un petit peu parfois à galvauder, à dire ouais, c'était mieux que ou pire que. C'était probablement l'une des plus belles finales MLS de ces dernières années. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'il y a tout eu, il y a eu un suspense fou. Le LAFC, tu l'as dit, a gagné. On voit la photo avec Vela qui soulève le titre. Ils ont mené 2 fois au score. Ils se sont fait rattraper 2 fois. Ils se sont fait retourner. Le LAFC, donc Philadelphie, c'est à mener au score. Crépeau a mené au score parce que en plus le gardien du LAFC a été exclu sur une action absolument terrible où il sort à la rencontre de l'attaquant, les deux se percutent, il annihile la faute, il prend un rouge et sur l'action il se fracture la jambe. Ouais, exactement. Gardien numéro 2 de la sélection canadienne, donc pas de Coupe du Monde pour lui. Voilà, et il prend le rouge sur l'action, donc le LAFC se retrouve à 10 et se retrouve mené au score à la dernière minute, enfin, tu vois, au début du temps additionnel de la prolongation. Et il y a cette folle montée de Palacios pour cette folle tête de Bale, et il faut le dire, cette folle tête de Bale, parce que voilà, il va y avoir beaucoup de storytelling par rapport. Ouais, il glisse, ouais, exact. Je sais, oui, oui. On va revenir sur la séance de tir au but. Mais j'ai oublié le nom du joueur, Gazdag, je crois. Bref, je le disais, Bale marque, mais alors Bale, j'ai noté ses stats parce que c'est quand même assez fou. Gareth Bale avait joué 5 minutes en octobre, sur tout le mois d'octobre. Il a joué 5 minutes. Il a été titulaire que 2 fois depuis son arrivée au LAFC. Et là, il venait de remplacer Vela, hein, il est entré en prolongation. Et il n'avait pas marqué le moindre but depuis le 7 août. Voilà. Et il vient de enfin, totalement improbable. Le but est magnifique, hein, que ce soit le Palacios qui s'arrache pour le débordement. Et la tête de Bale est quand même assez magnifique aussi. Donc voilà, il y avait tous ces éléments-là. Et on se retrouve avec une séance de tir au but pour couronner le tout. On a 3-3 à la fin du match quand même. Voilà. Et on se retrouve avec une séance de tir au but avec, dans les buts du LAFC, un gardien qui est né à Philadelphie, qui a joué à Philadelphie et qui joue donc contre Philadelphie. Voilà, incroyable. Séance de tir au but, bah voilà, le premier c'est ce que dit Biscuit Prince de Lu, hein, un joueur de l'Union qui glisse sur le premier tir, il l'envoie dans les nuages. Euh, je crois que c'est Gazdag, il me semble. Et derrière, le fameux gardien, donc le remplaçant, hein, de Crépeau, McCarthy, j'ai oublié son prénom, je l'avais noté, John McCarthy, qui a joué qu'un seul match dans toute l'année, hein. Il a joué au mois de mai, tu vois. Il rentre dans la tête des attaquants de Philadelphie, il arrête 2 tirs au but, et voilà, et le LAFC est champion. C'est quand même assez mérité d'avoir cette équipe-là. C'est une jeune franchise, hein. Ils sont arrivés en 2018, tu vois, ils sont très très récents. Mais c'est une franchise qui a tout fait dans le bon sens.
Et c'est aussi ça qui est assez intéressant sur la façon dont la MLS se construit ces dernières années avec des franchises qui sont extrêmement bien construites la plupart du temps. Avec parfois elles prennent du temps pour essayer de commencer à monter. On voit que Cincinnati et ça commence à fonctionner. Commence à se passer des choses. On en parlait dans le mag avec Florian Vallot dans le dernier mag dans le 20. Si vous voulez voir, je vous invite à vous tourner vers ce mag. On parle un peu du projet de Cincinnati. Mais le LAFC, c'était un projet ambitieux dès le départ. Leur objectif, ça a été de prendre la ville concrètement, parce que Los Angeles, c'est le Galaxy, mais tu vois, le Galaxy, comme son nom l'indique, c'est avec des visions internationalistes. Et c'est comme ça que ça marche. Eux, ils sont C'est eux qui ont ramené les stars. Hein. exactement. Ils avaient ramené Beckham, ils ont ramené Zlatan, voilà. Mais ils ont une vision à l'international. Ils ont Chicharito. Euh, mais je sais plus ça, Prince de Lu, sur les 5 joueurs désignés. Faudrait regarder. Je t'avoue, je n'ai pas fait attention à cela. Mais tout ça pour dire que le LAFC, eux, quand ils sont arrivés, ils ont pris la place dans le coin de deuxième club laissé par le grand Nawak qui était Chivas. C'était n'importe quoi dans le coin. Et eux, ils se sont dit, on va aller au cœur de la ville. Donc leur stade a été placé au cœur de la ville, alors que celui du LA Galaxy, il faut faire une demi-heure de route pour y aller. Eux, ils sont dans la ville, tu vas en métro. Ils ont eu des politiques ultra agressives en termes de tarifs pour entrer au stade. Ils étaient quasiment les moins chers de la MLS, dans les 5 moins chers de la MLS à l'époque, déjà. Et ils ont joué sur l'identité Los Angeles. Le match s'est joué dans leur stade, qui fait 22 000 places. Donc on ne parle pas d'un stade de 180 000 places, tu vois, mais un vrai stade de foot. L'ambiance était dingue, ça a contribué à cela aussi. Je vous invite à relire un papier qui avait été publié sur Hello il y a très longtemps, à l'arrivée du LAFC. Par Antoine à l'époque, Antoine Latran, qui s'occupe de culture soccer. Donc il parlait de tout cela justement. Et finalement, ça a vite fonctionné parce qu'ils ont été la meilleure franchise sur leur première saison. Ils ont fini 3e leur première saison. En 2019, deuxième année, ils finissent premier de la saison régulière, record de points en MLS. Record de la meilleure attaque de l'histoire de la MLS égalée. C'est l'année où Vela met 38 buts en championnat. Ils ont fait la finale de la Champions League en 2020. Qu'ils ont perdu face à Gignac et au Tigres. Et ensuite, là, ils viennent de décrocher le 2e Supporters Shield, donc la saison régulière, et leur premier titre MLS. Donc voilà, c'est une franchise qui a tout fait dans le bon sens, qui se construit dans le bon sens, qui a su fédérer un public autour de lui. C'est vraiment tout ce que la MLS peut faire de bien, le LAFC. Ces dernières années, c'est hyper intéressant à voir. Non, franchement, c'est hyper intéressant à voir dans comment ils construisent. Ramener Gareth Bale n'a pas non plus été. Ça, c'est pas la meilleure idée du monde. Ça, je suis d'accord. Même s'il leur permet d'égaliser. Il leur permet d'égaliser. Après, alors, pour dire les choses clairement, vu de voilà comme ça, quand ils font venir Chiellini et Bale, ça fait pas très LAFC. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Mais jusqu'ici, voilà, ils ont fait que ça. Je parlais de Palacios qui fait le centre. Il est international équatorien. Il a 22 ans. Ils ont José Cifuentes qui a 23 ans, qui est international équatorien. Ils ont des gars un petit peu comme cela. Ils ont Vela qui est leur joueur star, leur premier joueur star. Donc voilà. Mais c'est vrai que les arrivées de Bale et Chiellini, tu les aurais plus vues du côté du Galaxy, pour dire les choses clairement. Bale, oui. Bale plus que Chiellini. Bah, ça peut être... Parce que Chiellini n'a pas l'attitude de la star. C'est vrai. Alors que Gareth Bale, c'est l'archétype complet de la star du Galaxy. Quoi. C'est vrai. Mais voilà, bref, concrètement, ils ont bien fait les choses jusqu'ici. Ils ont toujours eu des résultats. Ils sont champions MLS. C'est un très beau champion MLS. L'année prochaine, mais ça va être intéressant de les suivre l'année prochaine en Conca Champions. On rappelle, je le disais à l'instant, ils ont fait la finale 2020, donc c'est pas si loin que ça. On va voir comment ils vont continuer de construire. On va voir s'ils arrivent à garder certains joueurs. Je pense que Cifuentes, ils le garderont pas. Il est très très annoncé en Europe. Il y a Chicho Arango aussi, ouais, Pierre, exactement. Bref, c'est une très très belle équipe et c'est un très très beau champion. Ça, c'était la belle finale du week-end parce qu'on a eu l'autre. Et quand on dit l'autre, c'est l'Argentine, messieurs, dames. On a eu le trophée des champions en Argentine entre Racing et Boca. Voilà, qui était déjà à la lutte pour définir qui allait être champion à l'issue de la saison de championnat. Et ça s'est joué à la dernière journée. On l'avait vécu ensemble sur un live Hello avec River qui avait donné le titre à Boca en s'imposant face à Racing. Hier, on avait en gros le vrai affrontement direct entre les deux. Alors, vous voyez la belle photo, les joueurs de Racing avec Pijout qui lèvent le trophée, voilà, tout va bien. Après, on peut regarder l'autre photo, c'est celle-là, c'est l'affiche du match, la guirlande de Noël, avec un arbitre, Facundo Tejo, qui a envoyé 10 cartons rouges dans le match.
8 pour Boca, 2 pour Racing. Ça a commencé avec un petit fritage entre deux joueurs, entre Villa, on va le prononcer à l'espagnol, Villa et Carbonero. Franchement, il n'y avait pas de quoi de mettre un rouge aux deux, mais il a mis un rouge aux deux et c'est parti en sucette en prolongation. Deuxième jaune pour Varela. Le match était déjà très tendu parce qu'il y avait des polémiques. Boca demandait des pénaltys qu'ils n'ont pas eu. L'entraîneur de Boca a été exclu pendant le match, donc ça faisait déjà encore un rouge. Et donc il a continué d'aligner les cartons. 100e minute, Varela, il veut frapper. Et il y a un joueur qui passe devant lui, il ne le voit pas, il frappe le joueur. Deuxième jaune, donc c'est rouge. Et puis arrive, on est à 10 contre 9 à ce moment-là, c'est déjà pas mal, 10 contre 9. Et puis arrive le but de Racing. Et la célébration d'Alcaraz qui va faire tout exploser. Alors cette célébration, vous savez quoi, je vais vous la montrer et vous allez pouvoir voir ce que c'est. Voilà, la célébration de Carlos Alcaraz, c'est pas le tennisman. Il s'appelle Carlos, je crois, le tennisman aussi. Voilà, il s'assoit devant la tribune de Boca et il y a quelques projectiles, la bise à Dimitri Payet. Et voilà, il croise les bras. Les joueurs de Boca explosent totalement. Ils viennent juste pour lui fracasser la tête. Ça part en sucette totale. On a 3 rouges de plus à ce moment-là qui sont distribués par Techo. Alors, je vais vous les nommer si vous voulez, ça peut être intéressant. Zambrano, Advíncula et Pulpo González. Il n'y en a qu'un seul qui est sur le terrain encore à ce moment-là, c'est Advíncula. Donc, on est à 9 contre 8. 128e minute, Franck Fabra, que vous voyez sur l'image en train de regarder l'arbitre qui délivre un jaune après la baston. Non, ça, c'est le jaune pour l'entraîneur. Le rouge pour l'entraîneur, pardon. Commis une grosse faute, deuxième jaune, expulsion. Et fantastique, on est donc à ce moment-là à 9 contre 7. À 9 contre 7, on est à la 128e, on est en 120 plus 10 à ce moment-là avec les arrêts de jeu et tout. Et Benedetto en profite pour faire un petit geste qui explique que les arbitres ont été payés, concrètement. C'est chopé par le VAR qui appelle l'arbitre rouge. On est à 9 contre 6, on ne peut plus jouer. Fin du match, victoire de Racing. L'Argentine dans toute sa splendeur. Juste pour... c'était le dernier match de la saison argentine, donc on termine de la meilleure des manières. Petite anecdote rigolote quand même par rapport à tous ces rouges. Aucun des mecs qui a pris un rouge là ne manquera le moindre match concrètement. Parce que les cartons rouges qui sont distribués dans le trophée des champions ne comptent que pour le trophée des champions. Donc ça veut dire qu'ils seront tous là pour la reprise du championnat à la rentrée. Ah mais attends, s'ils retournent au trophée des champions... Ah bah alors maintenant, faut s'ils retournent au trophée du champion, ils pourront pas le jouer. Et je pense que franchement, les mecs, ça leur fait très très mal au cœur. Ah ouais. Je pense que ça leur fait très très mal au cœur. Petit détail aussi assez amusant. Pourquoi on en parle beaucoup? Parce que c'est pas la première fois que cet arbitre Facundo Tello est impliqué dans des polémiques. Je vais pas faire la liste parce que de toute façon, impliqué dans des polémiques en Argentine, il y en a beaucoup. Ce qui est assez intéressant, c'est que 5 jours avant le match, il y a 5 jours à peu près, il y a un journaliste qui s'appelle Flavio Azzaro, qui est connu pour être un supporter de Racing et qui a une grosse communauté sur YouTube, qui fait des likes, des machins et tout, avait fait une vidéo dans laquelle il révélait de quel club chaque arbitre argentin est supporter. Et cet arbitre-là est supporter de Racing. Voilà. Et cet arbitre-là sera l'un des 2 arbitres argentins à la Coupe du Monde. On va se marrer. On va se marrer. Voilà, c'est ça pour la page argentine. On en reste là, c'est fini pour la saison argentine. Je ne sais pas si Marcelin est dans le coin parce que je ne le vois pas. Si, je pense parce qu'on l'entend. Ok, il est là. Ah bah si, il est là. Marcelin. Il a pas mis le maillot de les lunettes, Marcelin. J'ai comme une légère déception en voyant la tenue, mais voilà. Bref. J'ai malheureusement pas de maillot de Fluminense. C'est très très étonnant ça. Est-ce que tu sais où est la boutique de Fluminense? Est-ce qu'ils ont une boutique? Rappelle-toi, ils en ont une, on a essayé d'y aller. Refusé. Voilà, on a conclu. Pas les premières fusées. Exactement, on a conclu la page argentine. Juste quand même pour préciser, je fais une dernière parenthèse. Le titre de Racing, juste en chiffres. Racing, ça a été la meilleure équipe sur la table annuelle. Ils n'ont perdu que 5 matchs sur les 41 disputés cette saison. Ils ont été la deuxième équipe, la deuxième meilleure attaque du championnat. La meilleure défense de toute la saison, de toute l'année, je parle en continu. Donc voilà, c'est quand même pas une victoire non plus volée par cette équipe-là.
Voilà, il méritait quand même de choper un petit titre cette saison. Bref, on va clore ces news avec le Brésil, avec Marcelin, avec son deuxième club préféré, Fluminense, et un attaquant argentin en plus. Tout va bien, tout est parfait. Franchement magnifique, hein, Marcelin, tu nages en plein bonheur. Puisqu'on va parler d'un homme qui, comme il est arrivé au Brésil, a perdu son prénom. Mais là toujours, hein, qui officiellement s'appelle Germán Cano, mais qui maintenant s'appelle tout simplement Cano, auteur avec Fluminense d'une saison quand même assez incroyable. Oui, il l'a encore montré ce week-end avec un triplé en 13 minutes pour démarrer la seconde période contre Sao Paulo. Fluminense perdait 1-0 et du coup ils se sont imposés avec ce triplé de Cano qui lui permet d'atteindre les 42 buts dans la saison. C'est sa première année avec Fluminense, il avait fait 2 ans avant au Vasco. Et oui, il fait une année exceptionnelle déjà en finale du championnat Carioca. Flamengo vise un 4e titre consécutif, ce qui n'a jamais été fait par le club. Il met un doublé pour Fluminense à l'aller avec une victoire 2-0. Il marque aussi au retour où il y a 1-1, donc Fluminense empêche le tétra de Flamengo. En Coupe du Brésil, Fluminense atteint les demi-finales. Il termine meilleur buteur de la compétition avec 5 buts, même si il n'a pas marqué lors de la double confrontation contre le Corinthians. En Copa Sudamericana, pareil, Fluminense termine 2e de son groupe, donc il n'y a que le premier du groupe qui se qualifie pour les 8e, mais le club a battu Oriente Petrolero 10-1, donc c'est la plus grande victoire de l'histoire de la Copa Sudamericana, et Cano a mis un triplé ce jour-là, c'était son premier avec Fluminense, ce deuxième donc ce week-end contre Sao Paulo. Et aussi, pareil, dans le Brasileirão, c'est vraiment là où il fait une très belle saison. Fluminense est 3e et il est à 24 buts en 36 matchs. Donc c'est un total très élevé pour le Brésil quand même, puisque dans les années récentes, il y a Gabigol qui a mis 25 buts en 2019. Mais sinon, pour voir une marque plus haute, il faut remonter à 2004 avec les 34 buts de Washington. Donc il fait vraiment une très très grosse saison. Et on peut imaginer que il reste 2 journées, hein, c'est ça au Brésil. Hein. Il va aller les chercher les 25 de Gabigol. Il va essayer, ouais, il y a en pas tout mal cas, ils vont faire tout pour. Si on peut dépasser un buteur de Flamengo quand on joue avec Fluminense. Je pense, ouais, surtout qu'il y a d'autres records à aller chercher. Ouais. Il en a déjà battu. Ouais. Son record, d'ailleurs, personnel sur une saison qui était de 41 avec l'Independiente Medellín en 2019. Il est devenu le meilleur buteur de Fluminense en une saison au XXIe siècle. C'était Magno Alves en 2002 qui avait marqué 39 buts. Il y a quand même eu Fred qui a joué pas mal d'années au Fluminense, mais qui a jamais fait mieux que Cano sur une saison. Il est devenu aussi le meilleur buteur étranger d'une édition du Brasileirão depuis le passage au format européen en 2003. C'était cette année-là avec Aristizábal avec 21 buts. Donc Cano est à 24. Et puis, il est aussi devenu le meilleur buteur étranger de Fluminense sur une saison. C'était Doval, donc un autre Argentin qui avait le record avec 39 buts en 1976. Mais oui, il a encore d'autres records qu'il peut aller chercher. Donc, il y a les 25 buts de Gabigol. Et il y a aussi le record de buts depuis la création du prix Arthur Friedenreich, donc qui a été créé en 2008 pour récompenser le meilleur buteur de l'année au Brésil. Donc, en prenant toutes les compétitions, championnat d'État, les compétitions nationales et internationales. Donc là, il est à 42 et le record, c'est 43 buts. Donc Neymar en 2012 et aussi Gabigol en 2019. Donc il y a ce record à aller chercher. Il est à un but de Mbappé qui est pour l'instant meilleur buteur mondial de l'année, même si peut-être avec la Coupe du Monde, ce sera plus difficile pour Cano d'ajouter des buts. Même s'il y a un journaliste brésilien qui a demandé la convocation de Cano avec l'Argentine. Ouais, on va y aller mollo quand même. Et aussi, il y a de la concurrence aussi. Il y a juste Lautaro et Julian à la place, hein, mais voilà, ça va aller. C'est difficile, et même s'il est dans le groupe, il ne jouera pas, quoi. Donc, après, tu peux imaginer une épidémie, hein, mais... Vaut mieux compter sur les matchs avec Fluminense pour aller mettre encore quelques buts.
mais il va sûrement devenir le deuxième joueur étranger à être meilleur buteur d'une édition du Brasileirão. Il y a Pedro Rocha qui l'a fait en 72, mais sinon c'était le seul étranger à avoir été meilleur buteur au Brésil. Donc c'est vraiment une vraie performance qu'il fait cette année. Même s'il est un peu loin du meilleur buteur de l'histoire de Fluminense sur une saison, c'est aussi le meilleur buteur de l'histoire du club. C'est Valdo qui a mis 62 buts en 59. Donc là, c'était un peu compliqué pour aller chercher. Ouais, s'il met 20 buts sur les 2 matchs qui restent, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas là. mais non, mais on voit quand même, il y a des chiffres qui sont quand même pas anodins. Hein. Je veux dire, quand tu parles du record de Pedro Rocha qui date de 72, quand tu parles de celui de Doval de 76, enfin voilà, c'est des vraies marques. C'est assez impressionnant. Pierre le disait, je savais que Pierre allait réagir en voyant Cano, parce que forcément, meilleur buteur de l'histoire du DIM, j'avais noté ses stats. 129 buts en 196 matchs avec Independiente Medellín, quand même, hein, le garçon. Ça avait bien marché aussi du côté de Vasco. Hein. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce garçon-là n'a fonctionné que dans 2 pays, c'est la Colombie et le Brésil. Enfin, la Colombie, c'est Independiente Medellín, et le Brésil, où ça fonctionne très bien, en fait. Ailleurs, c'était pas foufou, hein, sinon. Ouais, bah, c'est vrai qu'en plus, moi, il a déjà 34 ans, et oui, il fait sa meilleure saison sur le tard. C'est vrai que avec Vasco, c'était pas mal, même s'il a mis 14 buts en 34 matchs. J'ai noté 41 buts en 100 matchs. Ok, ouais, bah, du coup, moi, j'ai noté 14 en 34 dans le Brasileirão. Ah oui. Après, il a joué en Série B aussi l'année dernière. Mais oui, c'était déjà un joueur très intéressant. Mais là, ce qu'il fait Fluminense, c'est encore un cran au-dessus de ce qu'il faisait au Vasco, où ils étaient déjà partie des meilleurs attaquants du pays. Là, avec Gustavo Scarpa, il peut être le meilleur joueur du Brasileirão. Oui, c'est possible aussi. On verra bien. Ça va être quand même compliqué d'aller concurrencer les mecs de Palmeiras, non, pour ces titres-là. Oui, je pense que ça sera Scarpa au final, mais ça sera dans le 11 type, il pourrait être dans la discussion. Et dans le 11 type, oui, c'est sûr, par contre. Ouais, voilà. En tout cas, Germán Cano pour les Brésiliens. Il l'appelle vraiment que Cano, hein, je crois, les Brésiliens, hein, il me semble. Oui, on est d'accord, hein, vous en avez plus rien à foutre des prénoms. Hein, les prénoms, les particules. Ouais, non, mais c'est ça. Bah, après, lui, ça va. Hein. Cano, 2 syllabes, ça va. Pas... Cano, ça peut aller. C'est pas Georgian de Arrascaeta. Hein. Voilà, Cano. Bon, Germán Cano pour les intimes qui sort une grosse saison avec Fluminense dans une équipe très très joueuse aussi. Hein. Merci Diniz quand même, hein, faut le dire. Et donc tu le disais, 3e du championnat. Oui, Baptiste. Je sais pas, tu dis Diniz, Johan? Non. Excuse-moi, c'était ma seule intervention. D'accord. Non, mais j'ai pas compris ta vanne aussi dans le chat sur. Bah Dim. Ah oui, d'accord. Ok. Il est très chaud ce soir, le Baptiste. T'es fatigué. Ah, il avait commencé très fort. Après, on lui a fait le sonner, ça l'a mis en confiance. Oui, voilà, tu vois. J'ai bien fait de demander parce que dans le chat, les gens viennent de comprendre ta blague de tout à l'heure. Ouais, mais c'est parce que j'ai pas les auditeurs que je mérite. Ouais, c'est ça. Bah, t'es un talent encore trop méconnu. Mais ça viendra. Un jour peut-être. Voilà, en tout cas, c'est avec Germán Cano qu'on va conclure. On le disait, il reste 2 matchs au Brésil. C'est en milieu de semaine et ça finit dimanche, hein, c'est ça, hein. Il y a un multiplex dimanche à 20h, en heure française. Ok, 20h heure française. Je pense pas qu'on le fera, hein, les amis. Il y a quoi comme gros enjeux? Il va y avoir le maintien avec des équipes comme Ceará qui sont à l'arrache, là. Ouais, ça peut être compliqué, ouais. Après, non, en plus, oui, ça, il n'y a plus vraiment d'enjeux. Il y a plus vraiment de gros enjeux, hein, c'est ça. Il n'y a vraiment que le maintien, en fait. Parce que oui, Palmeiras c'est fait, le G4 qui va devenir c'est combien c'est les G6, non? Direct, cette G6 G6 direct, je crois, et G8 ouais, c'est ça. G8 de places qualificatives, donc c'est ça, c'est 6 de direct à la Libertadores. Ouais, pour qu'on explique aux gens, G6 et G8, c'est pour les places qualificatives à la Libertadores au Brésil. La relégation, c'est Z. Et c'est Z4, ça bouge pas. Mais, ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, peut-être l'Atlético Mineiro, c'est pas fait encore. Mais sinon, ouais, on connaît un peu les qualifiés directs. Et oui, il y a un duel entre Atlético Mineiro et Sao Paulo. Il y a l'Atlético Mineiro 8e avec un point d'avance. Donc, ouais, ça va être ça le duel à suivre.
Voilà, donc ça sera. Et sachant qu'il y a une journée là en milieu de semaine, ça joue mercredi, hein, c'est ça, hein, mardi, mercredi, je crois. Ça commence mardi avec Sao Paulo International. Beau match quand même. Bref, voilà, Et on suivra ça, ça sera les derniers. Vous êtes à peu près les derniers en Am Sud à jouer, à part les Colombiens qui vont continuer à jouer pendant la Coupe du Monde, mais on comprend pourquoi. Attends, il n'est pas prêt, il ne le sait pas encore. Ah, Je lui dis pas trop fort. Non, mais j'ai pas dit, j'ai juste dit on comprend pourquoi, il cherchera, il aura le temps. Non, mais je pense qu'il a eu le temps de digérer. Bref, voilà. Bah, il espère toujours que le TAS annonce qu'un Péruvien et Colombien, je sais pas quoi. Écoute, là, on n'a plus trop de nouvelles, hein, on n'a plus trop de nouvelles de tout cela. Donc, pour l'instant, l'Équateur va toujours faire le match d'ouverture face au Qatar. Donc, voilà. Hein. On aura le temps d'en reparler. On va aborder le dernier dernier moment de cette édition. On va évoquer la sortie du magazine, le dernier magazine. On l'avait déjà dit, je vais le rappeler. Je vous montre la couverture. Il était censé sortir aujourd'hui, sortira demain. On ouvrira les ventes demain. Très belle fève. Pardon ? Très belle fève. Ouais, très belle fève. Une photo qui a été prise au musée du foot, au Brésil, si vous voulez tout savoir. Voilà, c'est le trophée Jules Rimet, c'est la Coupe du Monde, puisqu'on l'avait annoncé. Ce numéro 21 du mois de novembre sera le dernier sous ce format-là, le dernier trimestriel de Lucarne Opposé Magazine. Celui-ci va faire écho au numéro 3 qui avait été un spécial Coupe du Monde. Alors le sommaire, il est assez simple à définir. Vous prenez une édition de Coupe du Monde et on vous raconte une histoire par Coupe du Monde. Je peux vous afficher le sommaire en grand écran. Voilà, ça donne ça. Ça donne un sommaire très très dense et 143 pages, 142 pages, je ne sais plus exactement, de culture foot et d'histoire de Coupe du Monde. Vous aurez des voyages au Pérou, en Égypte, en Indonésie, vous voyez, pour les premières années. Il y a pas mal d'Asie hein, quand même, hein, Baptiste, cette fois-ci. on Mine de s'est rien. donné. C'est On pas s'est trop mal donné. équilibré. Il y a un tout petit peu d'Afrique. On a 3, si c'est pas mal. On a 3 éditions africaines. On a 5 Asie. Je crois que c'est le meilleur. Écoute, si on considère qu'Israël à ce moment-là est en Asie. Ah oui, c'est vrai qu'Israël est en Asie. Ouais. Donc ça fait 6. Ouais, puisque membre fondateur de l'AFC. On en a 1, 2, 3. Tu en as 3 et 3. Ouais, c'est ça. Tu as 2 Corées, 6 3 Corée du Nord, 6 Asie. Indonésie, Israël et Japon. Voilà, exactement. Donc 6 chapitres sur l'Asie. Les années 90 ont l'air intéressantes, Nostromo. Ouais, mais tu vas voir, tout est très intéressant. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est les mags les plus sympas à lire, ceux-là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y en a eu que 2. Donc, Ouais, non, mais tu sais, sur le côté, ces histoires-là, oui, il y en a eu que 2. Ouais. Ça en fait que 2 à lire, mais bon, ça fait 300 pages, faut les lire. Hein. Bah, nous, on les. Ah, non, j'ai rien dit. Donc voilà, ça sera le 21, ça sera le dernier. Alors vous le verrez, je le dis un petit peu dans l'édito pour vous rappeler un petit peu cette histoire. Ça met fin à une aventure de 5 ans quand même, sous cette forme, hein, cette forme trimestrielle. On avait fait quelques petites statistiques pour vous donner quelques chiffres quand même. Ça fait plus de 6,5 millions de signes. Alors ça vous Donc parlera 4 peut-être millions pas pour Marcelin. Alors, je vais te le dire combien pour Marcelin, parce que lui, il sait combien de signes il a écrit. Donc, il m'a donné le pourcentage l'autre jour de ce que ça représente. Plus de 6,5 millions de signes, 6,6 c'est des brouettes. Ça fait plus de 2300 pages décrites en 5 ans. Marcelin, c'est 29,9, hein, c'est ça hein 29,9%, je crois. À peu près, ouais, avec au mag 20. Après, sur celui-là, j'ai un peu moins écrit. Ça baisse. Monsieur me donne pas le décompte véritable, d'accord. Non, est-ce que j'ai pas encore calculé pour le 21e. Et ben voilà, donc ça sortira, ça sera disponible à la vente demain. Moi, j'ai une meilleure stat que Marcelin, je m'en fous. Je fais 90% des articles Asie. Voilà, hop, va me chercher. C'est vrai. On peut tous trouver la statistique qui nous intéresse. Hein. Je pense que j'ai fait à peu près. C'est pas mal présenté sous cet ordre, mais non, mais voilà. Oui, les stats de Marcelin, le total de Marcelin est énorme. Bah oui, c'est 1 page sur 3, c'est du Marcelin. Voilà, en gros. Ouais, il a un pays qui a du foot, donc. C'est vrai. Il y a aussi il produit, le bonhomme, il produit. Oui. Il aurait peur de se priver. Oui, mais après, il pourrait ne pas le faire, tu vois. Donc, non. Mais oui, j'ai la chance qu'au Brésil,
y a beaucoup de Elles sont livres quand sur, même appris, tu des bouquins, voilà. beaucoup de sujets, donc ouais, tu as quand même pas mal de données. Puis là, j'ai ma petite carte à la Bibliothèque nationale de Rio, donc Aïe, 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 je suis aïe. bien. Donc on Ah, ils arrête le écrivent lucarne beaucoup, ils opposé écrivent beaucoup. trimestriel pour lancer la formule hebdomadaire, messieurs, dames, du Marcelin Magazine, avec Le journal de 120 Marcelin. pages par semaine. Non mais voilà, donc Mais tous... Ouais, vas-y. oui, j'allais dire aussi l'idée d'arrêter le mag trimestriel, effectivement, c'était pas d'arrêter d'écrire et c'est de proposer un petit peu d'autres contenus et de revenir un peu aussi sur les cultures foot sur le site aussi qui faisait la force de Hello. Je trouve en fait, le mag, il est tellement prenant que ça laisse assez peu de place pour autre chose. Et donc là, j'espère qu'on va revenir un petit peu plus sur le site. Faut que je Ouais. t'envoie des choses demain d'ailleurs. Aïe. Non mais c'est Non, mais vrai, c'est alors vrai. attends, parce Eh, que moi j'ai prévu des trucs pour le mondial, mais monsieur s'en va. non, non, Alors, attends, super. on en reparlera, c'est pas fait encore. Mais donc on en reparlera lundi prochain. Mais oui, effectivement, hein, on l'avait précisé un petit peu la dernière fois, mais je vais vraiment le rappeler. On arrête le format trimestriel. Évidemment, c'est aussi dans l'idée de redonner de la culture foot au site. C'est aussi pour proposer quelque chose de différent. Parce que c'est vrai qu'il y avait on l'avait déjà évoqué un petit peu sur la façon dont on le construisait. En gros, vous voyez, si je disais par exemple aujourd'hui le Mac 21 sort, s'il y avait un 22, on serait déjà en train de commencer à faire le 22. En fait, on ne s'arrêtait absolument jamais, et c'est vrai que c'est extrêmement chronophage, vraiment, 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 dans toutes les étapes, puisqu'on fait tout nous-mêmes, on le rappelle, hein, le Hello Mag, il n'y a personne au-dessus de nous, on écrit nous-mêmes, on relit entre nous, la mise en page, elle est faite par Bibi, voilà, hein, tout est fait maison. Donc c'est extrêmement, les envois sont faits aussi par nous, donc c'est extrêmement chronophage. Et donc voilà, ouais, non mais c'est ça. Et là où c'est intéressant, c'est que les mags, les articles sur le site et le contenu YouTube se complètent. Exactement, mais il y aura toujours cette idée de compléter. On va certainement pas abandonner le format papier, surtout en plus quand vous pensez au monsieur qui est au-dessus de moi. Hein. Si je dis abandonner le format de papier, il nous a quand même déjà sorti 2 livres. Hein. Il y en a un troisième en cours d'écriture, donc bon, ça va. Mais non, Quatrième voilà. même, On a envie aussi de passer sur un autre format, parce que c'est vrai en fait, on a passé 5 ans la tête dans le guidon, hein, concrètement, avec les Macs. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais c'était un peu ça, hein, c'était toujours sur une Alors, mécanique. c'était un peu chiant quand c'était la date de rendu et après de relire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça J'avoue que prend ça devenait usant. énormément de temps Ouais. et clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant de relire un magazine qui fait, 140 pages. Sachant que alors il fait 140 pages là, nous, il fait moins en Word quand on l'a Ouais, mais en ça revient au même. Le nombre de signes, il bouge pas. Hein. mais lire sur un ordinateur et Ouais. de corriger les fautes, je peux vous assurer que les gens qui font ça toute la journée, je leur tire mon chapeau, hein. Alors, pour vous donner une secret de fabrication, moi, j'imprime. Voilà. Oui, mais toi, tu es pas très, Mais je code suis pas 27. très écolo, mais en fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour voir les fautes, tu es obligé d'imprimer. Moi, Oui, non, mais il c'est y a des sûr, fautes que tu c'est ne sûr. vois plus à l'écran. Mais c'est vrai que tout ce processus-là était quand même extrêmement chronophage et Écrire finissait par pouvait être être usant. passionnant, mais la relecture et cetera, Exactement. c'était le plus dur. Exactement, exactement. Et voilà, et puis on arrive quand même, je le disais, sur une masse assez importante. Alors je vais faire dans le courant de la semaine aussi, parce que si on arrête le magazine papier, ça veut dire qu'on va arrêter de le produire aussi. Sachant que je le fais imprimer par un imprimeur local. Là, pour le coup, c'est du 100% local, hein, par rapport à là où j'habite. Donc, ça vient de la région rennaise. Mais il reste des stocks qui sont réduits, mais il en reste. Donc, je l'avais annoncé, hein, je ferai un décompte total. On fera probablement des offres pour la Coupe du Monde. Je pense qu'on va coupler le 21 avec le 3 pour que voilà, il y ait quelque chose de sympa. Laissez-moi la semaine pour organiser cela. En tout cas, le 21 commencera à être en vente demain. Pour donner un petit indice, enfin pour donner notre précision, on a le format papier, il va y avoir des stocks qui vont s'arrêter, mais vous pourrez toujours avoir accès au format PDF qui, eux, vont rester sur le site parce que c'est produit, hein, il est là, le PDF. Donc vous pourrez toujours vous offrir le PDF qui est moins cher, hein, forcément, que la version papier qui nous coûte beaucoup plus Achetez le cher à produire. PDF, Hein? achetez le PDF, Ouais, achetez c'est le ça. PDF. Le PDF, On c'est doit aller au Qatar en 2024, achetez le PDF. Le PDF, c'est 4 euros, donc voilà, il est nettement moins cher, et voilà, parce qu'il nous coûte nettement moins à produire aussi. Donc forcément. Donc voilà, ça sera le dernier au format trimestriel. Il y aura un autre objet qui arrivera dans l'année 2023. Probablement en fin d'année, on va prendre le temps de réfléchir à vraiment comment on veut le construire, ce qu'on veut mettre dedans, comment on veut organiser la chose. Se donner du temps, et se donner du temps aussi pour le site, on espère en tout cas.
Si vous avez eu un magazine entre les mains, un ou plusieurs, si vous avez suivi depuis le début, si vous êtes arrivé sur la fin ou épisodiquement, que ce qu'on a fait vous aura plu là-dessus. Nous, on a quand même, dans l'ensemble, pris pas mal de plaisir à écrire ces papiers. Pas à les relire, mais à les lire, à les écrire. Ouais, prenez des bénévoles, le Red, le Rouge, ouais, mais non. On l'est, On est bénévoles. c'est nous les bénévoles. C'est nous les bénévoles. Donc C'est oui, là, parce c'est là que la voilà, ce complexité. magazine ne nous C'est là- rapporte absolument rien, hein, il faut dire les choses clairement. On gagne pas d'argent dessus, on se paye pas là-dessus. On se paye pas tout court, hein, sur Lucarne Opposée. Donc c'est voilà, vous imaginez que tout ça c'était du travail bénévole. C'est toujours du travail bénévole et Hello est bénévole. Euh, oui, d'autres. Après, on a toujours été ouvert à d'autres, hein, Red le Rouge. Mais c'est vrai que voilà, on va passer à autre chose, on va le faire sur une autre forme différente. Pareil, hein, s'il y a des bénévoles qui veulent venir participer aux nouvelles formes, ils sont les bienvenus. De toute façon, tout le monde est le bienvenu s'il veut venir apporter sa touche de culture foot sur Hello, hein. On accueille tout le monde. On voulait donc en profiter pour vous présenter ce numéro 21. Je vous ai présenté rapidement le sommaire pour vous remercier d'avoir suivi ce 21, ces numéros de magazine, je le disais, soit du début, soit à un moment, soit sur la fin, soit quand vous voulez, à un moment donné de votre existence. Et puis moi, je vais en profiter pour remercier tous ceux qui m'ont accompagné dans cette histoire. Tous ceux qui ont écrit, ne serait-ce qu'un article sur ces mags, qui ont passé leur temps dessus. Là, autour de moi, j'en ai 2 qui ont passé beaucoup de temps dessus. donc, voilà, ils savent, voilà. Mais ils savent ce que je pense d'eux. Donc voilà, non, c'était quand même une chouette aventure cette histoire-là. Et puis je vous dis, on vous fera d'autres objets dans le courant 2023 et surveillez dans la semaine. Il va y avoir un listing détaillé des magazines et il faut que je parte sur le projet ambitieux aussi de détailler par auteur ce qui a été écrit dans quel magazine. J'en ai pour à peu près 3 ans. Je sais que Marcelin a déjà tout son listing. Marcelin, il a tout son listing. Moi, je sais même plus ce que j'ai écrit. Donc, Ouais. Moi, c'est pareil. Donc, le seul dont je me souviens, c'est celui du 3. Alors, les autres, je me souviens pas. ne me souviens même pas de ce que j'ai mis dans le 3 pour tout te dire. Donc, Ah si, moi, c'est mon j'ai préféré, Haïti ça, je me 74 dans le 3 parce que c'est un article que j'aime beaucoup. Mais Moi, c'était voilà, la bref. création du foot professionnel en Corée. Donc, la naissance du foot professionnel. Donc, c'est celui qui m'a plus plu. Ouais. Et ben voilà. Oui, je pense que tu as 100% de la Colombie, Pierre. Non, t'as pas 100% de la Colombie. Il y a eu Emmerich à un moment. Et bim! Donc, Allez, ça dégage, Pierre Gerbeau. donc voilà, dans tous les mags où il y a la Colombie, c'est Bibi. Non, ça sera pas Bibi. Il y a eu Emmerich à une époque, qui a écrit quelques articles. Voilà. Voilà. En tout cas, tous les articles Brésil, normalement, c'est Marcelin. Ah bah non, il y a eu Simon aussi. Ah oui, il y a eu Simon aussi. Ah bah ouais, même. Eh oui, Ah, il y a eu dis donc, t'as Simon. même pas les 100% des articles Brésil. Et voilà. Non, j'ai Oh là là. 100% de, Et voilà. 100% de mes articles, c'est le Brésil, mais j'ai pas les 100%. Et ben voilà, moi Aïe, j'ai aïe, 100% de aïe. la du Corée. Et Brésil. voilà. Et on Plus va- personne peut voilà. me battre. Messieurs, dames, un mythe vient de s'effondrer. C'est vrai qu'il y a eu les articles de Simon, d'ailleurs, que l'on embrasse. Putain, je fais mon Drucker là, c'est terrible. Mais bon. Je bats Marcelin, je m'en fous. Voilà, j'ai une meilleure stat. Mais bon, voilà, donc en tout cas, ça a été un plaisir à faire. Ça a été une aventure assez folle. Marcelin était là le jour où on s'est dit qu'on allait faire ça, hein, dans un bar avec Farouk et Jérôme. Je sais pas s'il y avait peut-être. Dans quel étage, on veut pas le On savoir. n'avait même pas encore bu quand il y a eu cette idée de faire un format papier avant le numéro 1. C'était donc en 2017, à l'époque où on se voyait assez régulièrement parce que je venais souvent à Paris. Et c'est comme ça qu'est né le mag. Et ce sont eux, hein, qui ont voulu faire un format papier. C'est même pas moi, tu vois, pour avoir toutes les précisions. C'était pas mon idée au départ. C'était la leur. Et voilà, c'était cool d'avoir suivi tout le monde pendant 5 ans. Et on fera autre chose l'année prochaine. Le 21 sera donc en vente demain, à partir de demain, de ce mardi, sur le site, comme toujours, exclusivement sur le site. Et je le disais, il va rester les autres mags papier. Je vous donnerai le total des stocks. Je crois que ça s'affichera sur le site d'ailleurs. Et après, il vous restera, si vous voulez les lire, les formules PDF. Et je le rajoute, je le rappelle, on ne le rappelle pas assez souvent, mais si vous voulez découvrir à quoi ça ressemble, il y a un numéro gratuit. Hein. Il y a un numéro, une édition totalement gratuite qu'on avait sortie pendant le confinement, où on avait regroupé quelques articles de différents mags. Donc, il y a un format gratuit à Je savais télécharger. même pas.
Pardon? J'ai complètement oublié. Ah ouais, mais en fait, c'est que je m'en suis rappelé en le revoyant l'autre jour. Donc, on a un numéro gratuit que vous pouvez même utiliser comme échantillon, en fait, et vous voyez à quoi ressemblent les histoires que l'on raconte dans les Lucarnes Opposés Magazine, si ça doit vous donner envie. Voilà pour le Et Hello le Mag. numéro 1, il parlait de Kim Min-jae, la bise à Bein Sport. Exactement. Le premier numéro parlait de Kim Min-jae. Voilà. Après, ça ne nous rajeunit pas, ça, mon bon monsieur. 2017. Exactement, novembre 2017. Voilà, pour le mag, toutes les infos sur le site, sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, on passera ensuite à autre chose. Voilà, on arrive au terme de ce 9-10. Je le disais en ouverture, ce sera l'avant-dernier de l'année 2022. Ah bon? Parce que vous le savez, hein, dans 13 jours, il y a la Coupe du Monde qui démarre. La semaine prochaine, on fera un 9-10 spécial Coupe du Monde. Non, spécial Corée du Justement, Sud. on aura, je pense que normalement, on aura toutes les listes. Je ne sais plus quelle est la date limite fixée par la FIFA. Je sais crois plus. qu'on aura. Alors, j'ai regardé aujourd'hui, je crois qu'il y en a certaines qui sont un peu plus tard que le 14. Je crois qu'il y en a une qui est balancée le 16. Ouais, mais en fait, ça dépend de la FIFA. Tu vois, ils vont jusqu'à la deadline, certains. Bref, Ouais, on mais il y en a verra. qui En ont tout cas, balancé des listes de 55, si tu veux. non, mais c'est normal. Mais bon, on verra. Voilà, on fera une émission spéciale Coupe du Monde. On entrera dans la Coupe du Monde et aussi on présentera. Non, t'es pas invité, Pierre. Ou alors en consultant extérieur pour voir ce que ça fait une Coupe du Monde de l'extérieur avec un peu de recul. Avec beaucoup de recul quand on parle de Colombie. Bref, tout ça pour dire que la semaine prochaine, un spécial Coupe du Monde. On s'intéressera aussi, on vous présentera un petit peu aussi ce que l'on compte, comment on va la suivre sur Lucarne Opposée. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose d'assez fou qui soit mis en place. J'ai pas encore la réponse officielle, donc je ne dis rien ce soir. J'attends, ça devrait tomber dans les heures qui Non, viennent. la dernière canon, c'est la Corée. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Le dernier, La dernière c'est canon, Corée c'est la samedi, Corée. donc. Tout le monde annonce le 11 normalement. Bon, Et ben la voilà, Corée donc annonce le 12. on aura toutes les listes, on pourra travailler tranquillement. On vous annoncera donc le dispositif qu'on va mettre en place sur Lucarne Opposée pour vivre cette Coupe du Monde. Il y aura peut-être quelque chose d'assez fou, je vous dirai ça la semaine prochaine, parce que normalement là je saurai véritablement si ça se fait. Il pourrait y avoir quelque chose d'assez fou qui se fait. Bref, voilà, on va en rester là pour cette émission. On va vous remercier d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. On a pris en retard, on y est arrivé. On y est arrivé à la faire cette émission quand même. Depuis le temps, ça nous avait manqué. Merci Baptiste de m'avoir accompagné. Eh ben de rien. Vivement la semaine prochaine, parce que là, on va sortir les fusils. Si vous êtes amoureux de Paolo Bento, ne soyez pas trop dans le coin la semaine prochaine. Merci à Marcelin d'avoir été avec nous aussi. Et puis écoute, on parlera entre futurs champions du monde la semaine prochaine. Merci à toi. Et puis, ouais, la semaine prochaine aussi, il y aura pas mal à dire, hein, je pense. Oula, il y aura beaucoup à dire. Il va falloir qu'on l'organise bien cette émission, parce que ça peut être très très long. Et ça sera pas On va faire un l'objectif. 6-14. On va faire un 9-13. Voilà, non, on verra. On va bien préparer ça. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis dans le chat. Merci à tous ceux qui nous écouteront en replay, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur ces différentes plateformes, à nous suivre sur Twitch, à vous abonner si vous pouvez, à vous procurer nos magazines, à vous procurer 22 juin 86 dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, le dernier livre de la maison d'édition Lucarne Opposée, il est là. Je vous l'ai dit, hein, c'est un sacré beau bébé, mais ça se lit très très vite, très franchement, très très bien et très très vite. Et puis voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va vous laisser là. On va vous souhaiter une bonne semaine de football à 13 jours de la Coupe du Monde. Il y a encore des championnats qui jouent. Donc il y a encore du football à regarder un petit peu tous les jours. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, pour un prochain 9-10. Et puis passez une bonne semaine d'ici là. Allez, à bientôt les amis.